On a raconté à presque tous les vivants la même chose sur la façon dont tout a commencé. Il y a eu un début. Nous l'appelons le Big Bang. Et avant lui, il n'y avait rien, pas même le temps. C'est propre, cela tient sur une seule ligne, et cela repose presque entièrement sur une équation qui, remontée jusqu'au bout, ne donne aucune réponse. Elle donne l'illimité. Et l'illimité n'est pas une découverte. C'est le son que fait une théorie quand elle atteint le bord de ce qu'elle peut décrire. La plus vieille lumière que nous puissions voir vient de 380 000 ans après ce moment, et elle est suspendue à travers le ciel, comme un mur que rien de plus ancien ne peut franchir. Alors la vérité est plus étrange que le manuel. Personne n'a jamais vu le début. Nous n'avons jamais vu que le mur. Et 4 cadres séparés, bâtis par des physiciens sérieux, s'accordent tous sur une chose. Quelque chose attendait de l'autre côté. Installez-vous confortablement. Si ces longues promenades dans le noir vous accompagnent vers le sommeil, abonnez-vous à cette chaîne. Car d'ici la fin de cette nuit, le mot « début » ne vous semblera plus jamais tout à fait définitif. Laissez la pièce s'assombrir. Nous allons y aller lentement, patiemment, sans nulle part où être avant le matin. L'histoire qu'on vous a remise, enfant, ressemblait à peu près à ceci. Il y a eu un début. Nous l'appelons le Big Bang. Avant ce début, il n'y avait rien, pas même le mot « avant », parce que le temps lui-même s'est allumé à ce premier instant. Tout ce qui existe, chaque particule, chaque force, chaque étoile que vous verrez jamais, s'est déployé à partir d'un seul moment, il y a environ 13 800 millions d'années. C'est une histoire propre, elle tient sur une seule ligne. Et cette nuit, lentement et patiemment, je veux vous montrer pourquoi cette petite histoire propre est, au mieux, inachevée, et, au pire, tranquillement fausse, d'une manière qui pourrait changer la façon dont vous imaginez votre propre place dans le temps. Vous avez probablement vu l'image qui accompagne l'histoire. Un point de lumière éclatante apparaît dans le noir et se précipite vers l'extérieur, en toute chose. Elle est dans les documentaires, elle est dans les manuels. C'est l'image vers laquelle votre esprit se tend quand quelqu'un prononce les mots « le début ». Retenez cette image un instant, car l'une des choses les plus étranges que je vais vous dire cette nuit est que personne ne l'a jamais vue, pas une seule fois, avec aucun instrument jamais construit. Ce point de lumière rayonnant n'est pas une photographie, c'est un dessin, une déduction, notre meilleure reconstruction d'un moment que nous ne pouvons pas réellement regarder. Nous reviendrons sur la raison de cela et sur ce qui se dresse en travers de notre regard. Mais je veux que vous remarquiez l'écart, dès maintenant, tout au début. Il y a la chose que nous disons être arrivée, et il y a la chose que nous avons réellement observée. Et ces deux choses ne sont pas la même. Laissez-moi dire clairement ce que le récit standard affirme, car il mérite d'être entendu équitablement avant que nous ne commencions à tirer sur ses fils. Dans le récit standard, l'univers fut jadis inimaginablement chaud et inimaginablement dense, tassé dans un état bien plus petit et bien plus féroce que tout ce qui existe aujourd'hui. À partir de cet état, il s'est étendu et refroidi. Les particules se sont formées, les atomes se sont formés, les étoiles et les galaxies se sont assemblées sur des milliards d'années. Faites tourner le film à l'envers, et tout se précipite ensemble, plus chaud et plus serré, jusqu'à ce que vous atteigniez le premier instant, le moment que nous étiquetons temps zéro. Dans cette image, le temps zéro est le bord de tout. Demander ce qui est venu avant est traité comme une faute de grammaire, de la même façon que demander ce qui est plus fort que le silence est une sorte de faute. Il n'y a pas d'avant, dit l'histoire, parce qu'avant est un mot qui a besoin de temps, et le temps n'avait pas encore commencé. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose, parce que cette chaîne est bâtie sur l'honnêteté à propos de ce que nous savons, et de ce que nous ne faisons que soupçonner. Ce cadrage, celui qui dit qu'il n'y a tout simplement pas d'avant, n'est pas une découverte. Ce ne fut jamais quelque chose qu'un télescope nous a montré ou qu'une expérience a prouvé. C'est une interprétation, une manière de parler du bord de nos théories qui s'est durcie au fil des décennies pour devenir la façon dont on raconte l'histoire. Et les interprétations peuvent être raisonnables et fausses tout de même. L'histoire de la physique est en grande partie une histoire d'interprétations prudentes et raisonnables qui se sont révélées être le mur extérieur d'un bâtiment bien plus vaste dans lequel personne n'était encore entré. Songez à combien de fois le mot « début » nous a déjà égarés. Les gens ont cru autrefois que le bord de la carte connue était le bord du monde,
Les marins croyaient qu'au-delà d'un certain horizon, il n'y avait tout simplement rien, jusqu'à ce que quelqu'un dépasse cet horizon et découvre qu'il n'avait jamais été qu'une limite du regard, non une limite de l'être. Les astronomes ont cru un jour que notre galaxie était la totalité de la création, une unique île d'étoiles entourée de vide, jusqu'à ce que les taches floues qu'ils avaient écartées se révèlent être d'autres galaxies, chacune aussi grande que la nôtre. Chaque fois, le mot bord signifiait le bord de nos instruments, le bord de notre portée, le bord de notre imagination. Chaque fois, nous avons pris la frontière de notre savoir pour la frontière de la réalité. Alors quand l'histoire moderne nous dit que le Big Bang est le bord et qu'il n'y a rien au-delà, il vaut la peine de s'arrêter et de poser une question simple, presque enfantine. Est-ce le bord de l'univers ou seulement le bord de ce que nous pouvons actuellement voir et calculer? Il y a une tentation de traiter cela comme un vain jeu de mots, le genre de choses qui sonne profond à 2 heures du matin et se dissout à la lumière du jour. Je veux résister à cette tentation avec vous, parce que cette question a des dents. Si le début était vraiment le début, alors nous sommes les enfants d'un accident unique, un univers qui s'est allumé une fois et se dévidera une fois, sans rien de part et d'autre. Mais si le début était une frontière, un relais, un tournant, alors nous faisons partie de quelque chose qui a une histoire n'ayant pas commencé avec nous, et une structure qui ne finira pas avec nous. Et le résidu de cette chose plus vaste devrait se trouver dans nos données en ce moment même, attendant d'être remarqué. Ce ne sont pas les mêmes univers dans lesquels s'éveiller. L'un est une étincelle isolée dans un noir éternel. L'autre est un unique chapitre d'un livre dont les pages antérieures furent écrites avant que nous n'existions. Et la différence entre eux n'est pas affaire de goût, d'humeur ou de réconfort. C'est une affaire de physique, le genre de choses qui se tranchent par des équations, et de plus en plus, par des machines pointées vers le ciel. Voilà pourquoi des gens sérieux passent des carrières entières ici. Et voilà pourquoi je veux passer avec vous les prochaines heures tranquilles là-dessus. Voici ce qui rend cette question plus qu'oiseuse. L'affirmation que le Big Bang est le début absolu repose presque entièrement sur un seul résultat mathématique. Et ce résultat n'est pas un triomphe de la théorie. C'est un effondrement de la théorie. Quand vous prenez la description de la gravité par Einstein et que vous la faites remonter jusqu'à ce premier instant, les équations ne vous tendent pas un point de départ bien rangé. Elles vous tendent quelque chose de bien moins confortable, un endroit où les nombres cessent entièrement d'avoir un sens. Nous nous assiérons de près devant cet effondrement dans un moment, car tout le reste, cette nuit, en découle. Pour l'instant, retenez simplement la forme du problème dans votre esprit. La seule raison la plus forte qu'on nous donne de croire qu'il n'y avait rien avant le Big Bang est que notre meilleure équation pour la gravité s'effondre exactement là. Et une équation qui s'effondre est une chose étrange sur laquelle bâtir une certitude. Vous pourriez raisonnablement demander, si l'image est branlante, pourquoi la raconte-t-on avec une telle assurance? Une partie de la réponse est que le reste de l'histoire du Big Bang est véritablement, spectaculairement, un succès. Nous pouvons retracer l'expansion de l'univers avec une grande précision. Nous pouvons mesurer la faible chaleur laissée par son état chaud primitif. Nous pouvons calculer comment les éléments les plus légers ont été forgés dans les premières minutes, puis aller trouver exactement ces proportions inscrites à travers le cosmos. Le modèle fonctionne, et il fonctionne magnifiquement, pour tout ce qui vient après cette première étendue opaque. L'assurance est méritée presque partout. L'ennui, c'est que l'assurance a tendance à fuir vers l'arrière, au-delà du point où la preuve atteint réellement, jusqu'au premier instant, là où en vérité, nous ne nous tenons plus du tout sur l'observation. Nous nous tenons sur l'extrémité lointaine d'une équation qui nous a déjà dit qu'elle ne peut pas décrire ce qui est là. Ce que je veux que vous emportiez de cette première étape de notre marche, c'est un seul changement de posture. Cessez de penser au Big Bang comme à un mur avec rien derrière, et commencez à y penser comme à une porte que nous n'avons pas encore appris à ouvrir. Les gens qui étudient cela pour gagner leur vie, ceux qui ont les équations et les données satellites et les carrières bâties sur cette question exacte, ne sont pas divisés sur la question de savoir si l'univers s'est étendu à partir d'un état chaud et dense. Là-dessus, ils s'accordent. Ils sont divisés, discrètement et sérieusement, sur ce dont cet état chaud et dense a lui-même émergé, et sur la question de savoir si la question a même une réponse que nous puissions atteindre. Il y a de vrais articles, de vraies mathématiques,
de vrais chercheurs, dans de vrais établissements, qui se disputent sur ce qui était là avant. La question que la plupart d'entre nous ont cru dénuée de sens est, dans la littérature scientifique réelle, l'une des questions les plus vivantes qui soit. Alors, cette nuit, nous allons faire quelque chose que la version du manuel ne fait jamais. Nous allons marcher droit jusqu'au bord du début, et au lieu de nous y arrêter parce que la science dit défense d'entrée, nous allons regarder ce que nos propres équations disent se trouver de l'autre côté. Nous trouverons non pas une réponse, mais 4. Chacune bâtie par des gens sérieux, chacune pointant vers quelque chose qui existait avant que notre univers ne commence. Nous trouverons une querelle sur ce qui pourrait être les fossiles d'un cosmos plus ancien, cachés dans la plus vieille lumière que nous puissions voir. Nous trouverons une question si étrange qu'elle nous fait nous demander si le mot « avant » veut dire quoi que ce soit. Et tout à la fin, nous découvrirons que, pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, nous bâtissons des machines qui pourraient réellement nous laisser écouter au-delà du mur. Le début, il s'avère, pourrait ne pas être le début. Et la raison pour laquelle on nous a dit le contraire commence par une seule équation qui se brise. Allons voir exactement comment elle se brise. Il y a un moment, dans l'histoire d'une idée, où sa plus grande force se change, sans prévenir, en son aveu le plus honnête. Pour notre image du début, ce moment vit à l'intérieur de la théorie de la gravité d'Einstein. Et pour comprendre ce qui est venu avant le Big Bang, il faut d'abord comprendre l'endroit précis où notre meilleure théorie du cosmos cesse d'être capable de parler. Laissez-moi commencer par rendre à cette théorie son dû, car ce qui est sur le point de céder n'est pas une supposition fragile. La relativité générale d'Einstein est la description de la gravité la plus soigneusement mise à l'épreuve que nous ayons jamais produite. Elle a prédit que la lumière se courberait en passant près du Soleil, et on l'a mesurée se courbant exactement de la quantité prédite. Elle a prédit que des objets massifs, spiralant l'un vers l'autre, enverraient des rides à travers l'espace lui-même, et un siècle plus tard, nous avons bâti des machines assez sensibles pour sentir ces rides déferler sur la Terre. Les satellites qui indiquent à votre téléphone où vous vous tenez doivent corriger leurs horloges à l'aide de cette théorie, parce que le temps lui-même s'écoule à un rythme légèrement différent là-haut, en orbite, exactement comme Einstein l'avait dit. Quand je vous dis que la relativité générale se brise, je ne vous dis pas qu'elle n'est pas fiable. Je vous dis que la théorie la plus fiable que nous ayons sur l'espace et le temps atteint un point où elle se tourne vers nous et admet qu'elle ne peut aller plus loin. Ce point est celui que nous appelons la singularité. Voici comment vous y arrivez. Prenez l'univers tel qu'il est maintenant, en expansion, les galaxies dérivant à l'écart les unes des autres, et imaginez que vous fassiez tourner tout le processus à l'envers, comme rembobiner un film. Tout se précipite de nouveau ensemble. L'espace entre les galaxies rétrécit. La température grimpe. La matière se tasse, plus serrée, toujours plus serrée. Jusqu'ici, ce n'est que l'histoire du Big Bang jouée à l'envers, et les équations suivent joyeusement sur un très long chemin. Mais continuez de rembobiner, jusqu'à ce tout premier instant, et les équations font quelque chose de troublant. Elles vous disent que la densité de l'univers devient sans borne. Elles vous disent que le volume de tout se réduit à zéro. Elles vous tendent un point sans taille, contenant tout, avec une température et une densité qui ne sont pas grandes, mais littéralement sans limite. Vous devriez vous méfier de toute réponse qui est sans borne, et les physiciens s'en méfient aussi. L'illimité n'est pas une mesure. C'est ce qu'une équation imprime quand on l'a poussée au-delà des conditions pour lesquelles elle a été bâtie. Pensez à un exemple plus simple. Si vous calculez comment la brillance d'une lampe croît à mesure que vous marchez vers elle, le calcul dit que la brillance s'élève sans borne quand votre distance se réduit à zéro. Prise à la lettre, cela prétend qu'une lampe devient d'une brillance sans limite à distance nulle. Mais c'est un non-sens, et tout le monde sait que c'est un non-sens. Ce qui se passe réellement, c'est que la formule simple cesse d'être la bonne description dès que vous êtes pressé contre l'ampoule. L'illimité n'est pas un fait au sujet de la lampe. C'est un signal que vous avez quitté le territoire où votre formule s'applique. La singularité au commencement de l'univers est le même genre de signal, écrit à travers tout l'espace d'un coup. C'est l'idée la plus importante de tout ce dont nous parlerons cette nuit. Alors je veux la dire aussi simplement que je le peux. Quand une équation produit l'illimité, elle n'a pas trouvé la réponse. Elle a trouvé le bord de sa propre validité. Une équation brisée n'est pas une description de ce qui est arrivé. C'est un aveu que la théorie ne peut pas décrire ce qui est arrivé.
Et ainsi la singularité au début de l'univers, la chose si souvent présentée comme le point d'origine de toute chose, se comprend mieux comme l'endroit précis où la relativité générale cesse de fonctionner et remet le problème à une théorie que nous ne possédons pas encore tout à fait. Les gens qui ont prouvé à quel point cet effondrement est inévitable n'étaient pas des figures marginales. En 1965, Roger Penrose a prouvé un résultat remarquable au sujet de la matière qui s'effondre, montrant que, dans des conditions très générales, la gravité force la formation d'une singularité, un endroit où les lois connues rendent les armes. Quelques années plus tard, en 1970, Penrose et Stephen Hawking ont étendu ce raisonnement à l'univers tout entier, remonté à l'envers. Leur travail a montré que la singularité au début n'est pas un artefact que l'on pourrait esquiver par un choix habile de forme de départ. À l'intérieur des règles de la relativité générale, étant donné l'univers que nous voyons réellement, cet effondrement au début est forcé. Il est intégré à la théorie. Et remarquez l'étrange beauté de cela. La théorie elle-même, de l'intérieur, nous dit exactement où elle défaille. Elle nous tend une carte avec une région marquée. Ici, la carte s'arrête. Ce qui vit dans cette région n'est pas rien. Voilà le saut que l'histoire standard refuse de faire. Et c'est le saut dont traite tout le reste de cette nuit. Il y a une différence, une énorme différence, entre dire notre meilleure théorie ne peut pas décrire ce qui est venu avant et dire, par conséquent, rien n'est venu avant. Ce sont deux affirmations complètement différentes, et les confondre est l'erreur centrale dans la façon dont on raconte d'ordinaire le début. La première affirmation est honnête. Elle dit « Nous avons atteint la limite d'un outil particulier ». La seconde affirmation est une prétention sur la réalité, la prétention qu'il n'y a véritablement rien de l'autre côté. Et cette prétention ne découle pas de la première. Elle est introduite en fraude. Les équations n'ont jamais dit qu'il n'y a rien là. Les équations ont dit que nous ne pouvons pas voir d'ici avec cet outil. Imaginez un opérateur de sonar sur un navire, dont l'instrument peut lire l'eau jusqu'à une certaine profondeur et pas plus loin. Sous cette profondeur, l'affichage se dissout en parasites. Ce serait une chose de dire « Nous ne pouvons pas cartographier l'océan sous cette ligne avec cet appareil ». Ce serait tout autre chose d'annoncer que l'océan n'a pas de fond et aucun contenu sous cette ligne, que le monde s'arrête simplement là où le sonar s'efface. Les parasites sont un fait au sujet de l'instrument, non au sujet de la mer. Quand la relativité générale se dissout en grandeur sans borne au premier instant, ces parasites sont un fait au sujet de la relativité générale. La question de ce qui se trouve réellement là, en bas, sous la ligne où cette théorie particulière peut lire, reste grande ouverte, et elle a une réponse, parce qu'il existe d'autres instruments, d'autres théories, d'autres sortes de signaux qui ne s'effacent pas à la même ligne. Voici la chose tranquille que presque personne ne dit à voix haute quand on explique la singularité. Les mathématiques de la physique ne contiennent pas de clause qui dit « Arrêtez-vous ici, c'est ici que la description finit ». Les lois continuent de tourner. Vous pouvez prendre les équations de la mécanique quantique, qui gouvernent les plus petites échelles, et les équations de la thermodynamique, qui gouvernent la chaleur et la densité, et les pousser vers l'arrière, droit à travers la région où la relativité générale seule s'effondre. Quand vous le faites, elle ne renvoie pas de grandeur sans borne. Elle renvoie des nombres étranges, finis, exploitables. Elles décrivent un endroit. Plusieurs façons différentes de combiner ces lois décrivent plusieurs endroits différents, et nous rencontrerons chacun d'eux. Mais chacun d'eux s'accorde sur la chose que l'histoire standard nie. Le début n'était pas le bord de l'être, c'était le bord de la vision d'une seule théorie. Nous voilà donc debout, à un endroit marqué sur la carte, l'endroit où la relativité générale admet qu'elle ne peut pas aller. On dit à la plupart des gens de s'y arrêter et d'appeler cela l'origine. Mais l'équation qui se brise ne ferme pas une porte. Elle en désigne une. Et juste au-delà de cette porte, nos autres théories parlent déjà, décrivent déjà des conditions, insistent déjà pour dire que quelque chose doté de structure et de physique se tenait là où l'histoire standard ne voit qu'un début absolu. La première chose qui se dresse entre nous et cette porte n'est pas une théorie du tout. C'est un mur de lumière, la plus vieille lumière de l'univers. Et pour comprendre ce qui est derrière, il nous faut comprendre pourquoi nous ne pouvons pas voir au travers. En 1965, deux ingénieurs ont pointé vers le ciel une étrange antenne en forme de cornet et ont entendu, par accident, l'univers venir au monde. Ils ne cherchaient pas le début de toute chose.
Ils essayaient de se débarrasser d'un sifflement agaçant. Arno Penzias et Robert Wilson travaillaient au laboratoire Bell, et ils avaient une antenne radio sensible qu'ils voulaient utiliser pour des mesures soignées. L'ennui, c'était un faible bruit de fond qui ne voulait pas partir. Il venait de toutes les directions du ciel. Il était là le jour et la nuit. Il était là à chaque saison, peu importe où ils dirigeaient l'instrument. Ils ont tout vérifié. Ils ont soupçonné leur équipement. Ils ont, c'est resté célèbre, délogé un couple de pigeons qui avaient niché dans l'antenne et récuré ce que les oiseaux y avaient laissé, pensant que cela pourrait être la source. Le sifflement est resté. Il était le même depuis chaque parcelle du ciel, régulier et uniforme, et il ne pouvait tout simplement pas être supprimé, parce qu'il ne venait pas de leur antenne, ni de leur ville, ni même de leur galaxie. Il venait de partout à la fois, parce qu'il était la lueur résiduelle du refroidissement de l'univers primitif lui-même. Ce sur quoi ils étaient tombés s'appelle aujourd'hui le fond diffus cosmologique, et c'est la plus vieille lumière qu'un instrument puisse jamais détecter. Pour comprendre pourquoi cela compte tant pour notre question de cette nuit, il faut comprendre à quoi ressemblait réellement l'univers primitif, car ce n'était pas l'obscurité claire, piquetée d'étoiles, que nous voyons en levant les yeux maintenant. Pendant la première étendue de l'histoire cosmique, l'univers était un brouillard. Il était si chaud et si dense que les atomes ordinaires ne pouvaient même pas tenir ensemble. Les électrons, qui normalement orbitent tranquillement autour des centres des atomes, étaient au contraire arrachés, errant librement dans une soupe chargée. Et la lumière ne peut pas voyager loin à travers une soupe d'électrons libres. Une particule de lumière, un photon, se déplaçait d'une distance minuscule, puis était diffusée, absorbée, projetée de côté, presque aussitôt. L'univers primitif était, en termes simples, opaque. Il rougeoyait comme l'intérieur d'une étoile, mais vous ne pouviez pas voir au travers, parce que la lumière ne pouvait pas le traverser sans être renvoyée hors de sa course, encore et encore. Puis quelque chose de doux et d'énorme est arrivé. L'univers s'est étendu, et l'expansion refroidit les choses, de la même façon qu'un gaz qui se détend laisse un brouillard se déposer. Après environ 380 000 ans, la température a baissé assez pour que les électrons errants puissent enfin être capturés et retenus par les centres atomiques, se rangeant dans les premiers atomes, neutres et stables. Cet événement porte un nom tranquille, la recombinaison, et à l'instant où il est arrivé, tout a changé pour la lumière. Soudain, il n'y avait plus d'électrons libres pour encombrer le passage. Le brouillard s'est dissipé, et la lumière qui avait été piégée, rebondissant sans fin dans cette soupe chaude, fut libérée d'un seul coup, libre de voyager, en ligne droite à travers l'univers. Cette libération de lumière, depuis le moment où le cosmos est devenu transparent, c'est le fond diffus cosmologique. Elle voyage depuis lors, depuis plus de 13 milliards d'années. Voici maintenant la partie qui nous touche directement, assis ici cette nuit. Cette lumière fut libérée sous la forme d'une lueur féroce, l'éclat d'un univers encore chaud de milliers de degrés. Mais au cours des milliards d'années où elle a voyagé, l'univers a continué de s'étendre, et cette expansion a étiré la lumière avec lui, tirant ses ondes toujours plus longues, drainant son énergie, la refroidissant. Ce qui débuta comme une lueur éclatante a été étiré tout du long jusqu'à devenir de faibles micro-ondes, la même partie du spectre que votre appareil de cuisine emploie, mais d'une faiblesse inimaginable. Aujourd'hui, cette lumière emplit tout l'espace à une température d'un peu moins de 3 degrés au-dessus du froid le plus glacial possible, un peu moins de 2,73 degrés sur l'échelle absolue. C'est le faible sifflement que Penzias et Wilson ne pouvaient pas supprimer. C'est, très littéralement, la chaleur résiduelle du moment où l'univers est devenu clair pour la première fois. Quand des satellites ultérieurs ont cartographié cette lumière ancienne dans le détail fin, ils ont trouvé quelque chose qui devrait vous donner un petit frisson d'émerveillement. La température de cette lueur est la même dans chaque direction, à environ une partie sur 100 000. Imaginez un océan qui, mesuré n'importe où sur Terre, ressortirait à une fraction de degré près de tout autre point, du haut au fond, d'un rivage à l'autre. Voilà à quel point la plus vieille lumière est lisse. Et pourtant, elle n'est pas parfaitement lisse. Il y a de minuscules variations, des collines et des vallées de température bien plus petites qu'un millième de degré. Et ces rides presque imperceptibles sont les graines à partir desquelles tout a poussé. Les taches plus denses ont attiré davantage de matière par gravité,
Et sur des milliards d'années, ces faibles nappes sont devenues les galaxies, les amas, les grandes structures qui emplissent le ciel cette nuit, y compris celles qui abritent notre propre soleil. Ainsi, la plus vieille lumière n'est pas seulement une barrière, elle est une sorte de photographie de nourrisson de l'univers, le tout premier portrait que nous aurons jamais, avec les premiers indices de structure déjà faiblement dessinés dedans. Mais remarquez ce que même la plus parfaite de ces mesures ne peut pas faire. Elle peut nous montrer l'univers à 380 000 ans, dans un détail stupéfiant, et pas un seul instant plus tôt. Le portrait est splendide, et il s'arrête exactement au mur. Et c'est ici que nous butons contre le mur. Cette lumière, le fond diffus cosmologique, est la plus vieille chose qu'un télescope puisse jamais nous montrer. Et ce n'est pas le début. C'est un instantané de l'univers à 380 000 ans, le moment où le brouillard s'est levé. Tout ce qui précède ce moment est caché derrière, parce qu'avant ce moment, l'univers était opaque, et aucune lumière plus ancienne que cela ne peut nous atteindre. Elle fut toute diffusée et absorbée avant d'avoir jamais pu commencer son voyage. Alors, quand nous pointons nos instruments les plus fins vers le ciel, le satellite Planck, qui a cartographié cette lumière ancienne avec un soin extraordinaire, les grands observatoires, qui l'étudient depuis des décennies, tous atteignent la même barrière. Ils peuvent nous montrer l'univers à 380 000 ans, rougeoyant doucement depuis chaque direction. Puis l'image s'arrête simplement. Il y a un mur, et le mur est fait de la dernière lumière qui a pu s'échapper. Je veux que vous sentiez à quel point cette barrière est authentique, car il est facile de la sous-estimer. Ce n'est pas une limite que nous pourrons contourner par l'ingénierie en bâtissant une lentille plus nette ou un miroir plus grand. Le télescope spatial James Webb, l'un des yeux les plus puissants que nous ayons jamais hissés dans l'espace, peut remonter jusqu'à des galaxies qui se sont formées quelques centaines de millions d'années après le début. Et c'est un exploit renversant. Mais il ne verra jamais, au grand jamais, ces premiers 380 000 ans. Et aucun successeur qui fonctionne en recueillant de la lumière ne le fera non plus. L'opacité de l'univers primitif n'est pas une bavure sur la lentille. C'est une propriété du cosmos lui-même en cette ère. Aucun instrument qui détecte la lumière, de quelque sorte que ce soit, optique, radio, infrarouge, ne franchira jamais ce mur, parce que la lumière dont nous aurions besoin n'a jamais pu partir. Revenons donc à l'image du tout début de notre marche, le point de lumière éclatant, explosant vers l'extérieur. L'image que chacun porte du Big Bang. Vous pouvez voir clairement maintenant pourquoi j'ai dit que personne ne l'a jamais vu. La plus vieille chose que nous puissions voir n'est pas l'explosion. C'est un mur de lumière douce et froide, suspendu à 380 000 ans. Et tout ce qui précède, les premières minutes, la première seconde, le premier instant, la région entière où la relativité générale s'est effondrée, tout cela se trouve du côté lointain d'une barrière que la lumière ordinaire ne peut pas percer. Chaque image que vous ayez jamais vue du début réel est une reconstruction. Un dessin soigneux, bâti à partir de la théorie et d'indices, non une photographie. La photographie s'arrête au mur. Vous pourriez penser que c'est le moment où l'histoire doit finir, où nous levons les bras au ciel et disons que le reste est à jamais caché. C'est certainement ainsi que cela peut se ressentir. La plus vieille lumière que nous ayons s'arrête avant le début. Les équations se brisent au début. Et entre les deux se tient un mur que nous ne pourrons jamais photographier. Il serait raisonnable de conclure que ce qui est venu avant est simplement hors de toute portée, une chambre scellée sans porte. Mais cette conclusion serait fausse. Et elle serait fausse pour une raison qui est véritablement enthousiasmante, une fois que vous la voyez. Le mur arrête la lumière. Il n'arrête pas tout. Il y a d'autres messagers. Et il y a la puissance tranquille de la déduction soigneuse. Et ensemble, ils nous permettent de dire énormément de choses sur ce qui se trouve du côté lointain d'une barrière que nous ne verrons jamais. Le mur est réel, mais ce n'est un mur que pour la lumière. Ce qui passe au travers, c'est là que la vraie histoire commence. Il y a une supposition tranquille, cachée dans l'idée que nous ne pouvons pas voir au-delà du mur. Et une fois que vous la remarquez, vous ne pouvez plus la déremarquer. La supposition est que voir et savoir sont la même chose. Ils ne le sont pas. Nous savons quantité de choses que nous n'avons jamais vues. Et l'univers primitif, il s'avère, en fait partie. Laissez-moi commencer par la version la plus simple de ce point, car elle dissout beaucoup du désespoir. Considérez le centre du Soleil. Aucune sonde n'y a jamais voyagé. Aucun instrument ne s'est jamais assis dans le cœur d'une étoile pour renvoyer une lecture.
les températures et les pressions là-bas détruiraient tout ce que nous pourrions construire, bien avant son arrivée. À l'aune du regard direct, le cœur du Soleil est aussi caché que l'univers primitif. Et pourtant, je peux vous dire avec une réelle confiance que le centre du Soleil est aux alentours de 15 millions de degrés, qu'il fusionne l'hydrogène en hélium à un rythme connu, qu'il a une densité et une pression particulières. Nous savons ces choses non parce que nous avons regardé, mais parce que les lois de la physique sont cohérentes et que nous pouvons calculer ce que l'intérieur d'une étoile doit faire pour produire l'extérieur que nous observons. L'intérieur est caché au regard, mais il n'est pas caché à la physique. La déduction n'est pas l'ignorance. C'est un savoir atteint par une autre route. Voilà la première chose qui passe à travers le mur, et ce n'est pas du tout une particule. C'est le fait simple et obstiné que les équations de la physique ne s'éteignent pas là où nos télescopes s'arrêtent. Les lois qui gouvernent la façon dont la matière se comporte à une certaine température et une certaine densité sont les mêmes lois, qu'un photon puisse ou non s'échapper pour nous en parler. Ainsi, nous pouvons prendre ce que nous savons de l'univers juste après le mur, l'univers que nous pouvons voir, et faire tourner la physique vers l'arrière, dans la région cachée, calculant la température, la densité, le comportement de la matière, seconde par seconde, en remontant vers le début. Nous l'avons fait pendant des décennies. C'est ainsi que nous savons que les éléments les plus légers ont été forgés dans les premières minutes, une prédiction que nous avons ensuite confirmée en mesurant ses proportions exactes dans les plus vieilles étoiles et le plus vieux gaz. Les premières minutes sont derrière le mur, invisibles, et pourtant, nous avons un récit détaillé et éprouvé de ce qui s'y est passé. Le mur bloque la lumière. Il ne bloque pas le calcul. Mais la déduction à partir de la physique connue a une limite, et je veux être honnête à son sujet, car l'honnêteté est tout l'enjeu de faire ceci avec soin. Le calcul ne peut vous porter qu'aussi loin que votre théorie est digne de confiance. Tant que nous avons affaire à des conditions contre lesquelles notre physique a été mise à l'épreuve, les calculs sont solides. Mais plus nous poussons vers ce premier instant, plus les conditions deviennent extrêmes, jusqu'à ce que nous atteignions la région où la relativité générale s'est effondrée, la région dont nous avons parlé plus tôt. Là, notre calcul seul ne suffit plus, parce que la théorie avec laquelle nous calculons a atteint son propre bord. Ainsi, si la déduction était notre unique route au-delà du mur, nous serions encore coincés à ce bord, capables de décrire tout jusqu'à l'effondrement, mais pas plus loin. Il nous faudrait autre chose. Il nous faudrait un vrai signal, un messager réel qui aurait quitté la région cachée et voyagé jusqu'à nous intact, portant une information que la lumière ne pourrait jamais porter. Ce messager existe, et c'est l'un des faits les plus merveilleux de la physique moderne. C'est l'onde gravitationnelle. Une onde gravitationnelle est une ride dans le tissu de l'espace lui-même, déclenchée quand des choses massives se meuvent violemment, et elle a une propriété qui la rend parfaite pour notre dessin. Contrairement à la lumière, une onde gravitationnelle est à peine affectée par la matière. Elle n'est pas diffusée et absorbée par une soupe d'électrons libres comme l'est la lumière. Elle traverse presque tout, comme si la matière n'était pas là. En ce moment même, des ondes gravitationnelles venues de collisions lointaines traversent la Terre, et votre corps, et les murs autour de vous, presque complètement sans entrave. Le brouillard dense et opaque de l'univers primitif, le brouillard qui a piégé la lumière et bâti le mur, aurait été presque transparent aux ondes gravitationnelles. Elles pouvaient le traverser comme s'il s'agissait de verre clair. Pensez à ce que cela veut dire pour notre question. Une onde gravitationnelle produite dans la première fraction de seconde après le début, dans la région même derrière le mur, à l'ère même où la lumière était désespérément piégée, aurait filé droit à travers le brouillard, droit à travers le mur, droit à travers plus de 13 milliards d'années d'espace en expansion, et elle serait encore en train d'arriver aujourd'hui. Elle serait faible, étirée, affaiblie par toute cette expansion cosmique, mais elle porterait l'empreinte d'une physique venue d'un temps et d'un lieu que la lumière ne peut jamais atteindre. Là où la lumière nous donne un mur à 380 000 ans, les ondes gravitationnelles, en principe, nous donnent une fenêtre remontant jusqu'au premier instant. Elles sont un signal dans une langue différente, écrite dans la géométrie de l'espace plutôt que dans la lumière. Et elles n'ont jamais été arrêtées par la chose qui arrête tout le reste. Ceci n'est pas une rêverie. C'est la raison même pour laquelle la prochaine génération d'observatoires d'ondes gravitationnelles est en train d'être bâtie.
et nous passerons du temps réel, plus tard cette nuit, sur ces machines, car ce sont les instruments qui pourraient enfin nous laisser lire ce qui est derrière le mur. Pour l'instant, je veux que vous demeuriez avec le renversement qui vient d'avoir lieu. Nous avons commencé cette étape de la marche en nous sentant enfermés dehors, face à une barrière qu'aucun télescope ne peut franchir, et une plus vieille lumière qui n'atteint pas le début. Et nous la finissons avec deux voies distinctes pour passer au travers. La première est le calcul, la puissance tranquille de loi qui ne s'arrête pas là où notre regard s'arrête. La seconde est un messager qui ignore le mur entièrement, portant des nouvelles d'avant même que la plus vieille lumière ne fût libérée. Ainsi, l'image n'est pas une chambre scellée. C'est une chambre que nous ne pouvons pas photographier, mais que nous pouvons encore mesurer, encore calculer, encore écouter avec le bon genre d'oreille. Et quand nous le faisons, quand nous repoussons la physique à travers le mur et demandons ce qui était là, dans la région cachée, juste avant que notre univers ne commence, nous n'obtenons pas le silence. Nous obtenons des réponses, plusieurs, chacune bâtie par des gens sérieux à l'aide de vraies mathématiques. Et chacune décrit un avant, non pas rien, quelque chose. Les 4 prochaines étapes de notre marche sont ces 4 réponses. 4 images différentes de ce qui se tenait du côté lointain du début. La première d'entre elles prend le moment même où la relativité générale s'est effondrée, la singularité, l'endroit des grandeurs supposées sans bornes, et le remplace par quelque chose que personne n'attendait. Non pas un bord, un rebond. Imaginez que vous compressiez un ressort. Vous appuyez dessus et il résiste. Et plus fort vous appuyez, plus fort il repousse, jusqu'à ce que vous atteigniez un point où les spires elles-mêmes se touchent et où le ressort refuse tout simplement d'être comprimé davantage. Il y a un plancher. La structure du ressort fixe une limite en deçà de laquelle il ne peut pas aller. Tenez maintenant cette image, car la première image de ce qui est venu avant le Big Bang dit que l'espace lui-même a un plancher comme celui-là. Et quand vous essayez d'écraser l'univers en dessous, l'univers ne s'évanouit pas en un point, il rebondit. Pour voir comment cela fonctionne, il faut connaître un désaccord tranquille au fondement de la physique. Nous avons 2 théories magnifiques de la réalité, et elles ne s'entendent pas. L'une est la relativité générale, que nous avons déjà rencontrée, et qui décrit l'espace comme un tissu lisse et continu qui peut se courber et s'étirer sans limite. L'autre est la mécanique quantique, qui décrit le monde du très petit, et qui insiste pour dire que la nature vient en unités minuscules et discrètes, que l'énergie et la matière sont granuleuses plutôt que lisses quand on regarde d'assez près. Ces 2 théories sont chacune extraordinairement exactes sur leur propre territoire. Mais au début de l'univers, où tout est à la fois extrêmement massif et extrêmement petit, vous avez besoin des 2 à la fois, et elles se contredisent. La relativité générale dit que l'espace est lisse et peut être écrasé sans terme. La mécanique quantique suggère que presque rien dans la nature n'est vraiment lisse et sans fin. L'effondrement que nous avons vu plus tôt, la singularité, est en grande partie cette contradiction qui vient à éclater. Une tentative sérieuse de résoudre cette contradiction s'appelle la gravité quantique à boucle, et son idée centrale est aussi audacieuse que simple. Elle prend la granularité du monde quantique et l'applique à l'espace lui-même. Dans cette image, l'espace n'est pas une feuille lisse qui peut être divisée à jamais. Il est tissé à partir d'unités minuscules, un réseau doté d'une plus petite taille possible, en dessous de laquelle l'idée même d'espace cesse d'avoir un sens. Cette plus petite taille est inimaginablement petite, autour de 10 puissance moins 35 mètres, une longueur si minuscule que, comparé à elle, un seul atome est plus grand que le système solaire entier ne l'est pour vous. Mais la chose cruciale n'est pas à quel point elle est petite. La chose cruciale, c'est qu'elle n'est pas zéro. Il y a un plancher. Regardez maintenant ce que ce plancher fait au début. En 2001, un physicien nommé Martin Bojovald a pris les équations de cette théorie et les a fait tourner vers l'arrière, dans l'univers primitif, dans la région même où la relativité générale se défait. Il n'essayait pas d'inventer une nouvelle origine pour le cosmos. Il testait si le cadre tenait ensemble dans les conditions les plus extrêmes imaginables. Et il a fait plus que tenir. Il a produit quelque chose que les vieilles équations ne pouvaient jamais donner. À mesure qu'il faisait tourner l'univers vers l'arrière, la contraction croissait et croissait. La densité grimpait. Tout s'écrasait vers l'intérieur, exactement comme avant. Mais quand la compression a atteint cette plus petite échelle possible, le plancher tissé dans l'espace lui-même
elle s'est arrêtée. La granularité de l'espace a résisté, comme résistent les spires jointes d'un ressort. Il n'y avait pas de point de densité sans borne. Il n'y avait pas de singularité. Au lieu de cela, l'effondrement a atteint le plancher et s'est inversé. L'écrasement est devenu expansion. L'univers a rebondi. Laissez-moi m'assurer que le sens de cela se pose bien, car c'est tranquillement renversant. Dans cette image, ce que nous appelons le Big Bang, ce moment initial d'expansion féroce vers l'extérieur, n'était pas la création de tout à partir de rien. C'était un rebond. Avant lui, il y avait un univers. Et cet univers était en contraction, tombant vers l'intérieur depuis très longtemps, s'effondrant vers le même plancher. Quand il a atteint le plancher, il ne pouvait aller plus loin. Et l'effondrement s'est mué en l'expansion sur laquelle nous nous trouvons maintenant, filant vers l'extérieur. L'énergie qui avait conduit la contraction est devenue l'énergie qui conduit notre expansion. Le début était une transition, un relais, la mort de l'effondrement d'un univers devenant la naissance de la croissance d'un autre univers, le nôtre. Je veux vous emmener au cœur de ce moment, lentement, car il vaut la peine d'être ressenti plutôt que seulement entendu. Imaginez un univers avant le nôtre, dans son grand âge, en contraction. Des galaxies qui avaient jadis dérivé à l'écart affluent maintenant de nouveau les unes vers les autres. Le ciel nocturne d'un tel univers, si quelqu'un restait pour le voir, s'éclaircirait. La lumière des galaxies qui approchent se décalant vers le bleu, puis vers un blanc féroce, à mesure que tout se précipite vers l'intérieur. L'espace entre les choses rétrécit. La température grimpe au-delà du point où les étoiles peuvent exister, au-delà du point où les atomes peuvent exister, jusqu'à ce que toute la matière soit dissoute en une unique densité brûlante. Et encore, elle tombe vers l'intérieur, plus vite, plus chaud, plus serré, vers le plancher. Puis, à la plus petite échelle possible, dans l'espace de moins d'un instant, la chute rencontre la limite qu'elle ne peut franchir. La compression tressaille, elle s'arrête, et elle s'inverse. La ruée vers l'intérieur devient une ruée vers l'extérieur. L'univers mourant, en son moment le plus serré et le plus violent, devient le premier instant d'un nouveau. Ce renversement, ce point de bascule exact, est ce que nous avons appelé le début du temps. Ce n'était pas un début, c'était un rebond. Il y a une question de plus enfouie dans cette image, et c'est le genre de question qui tient les physiciens éveillés la nuit, de la meilleure façon. Si un univers est venu avant le nôtre et a rebondi dedans, quelque chose a-t-il survécu à la traversée? Une trace de ce cosmos antérieur passe-t-elle à travers le rebond et dans le nôtre, ou la violence de ce point de bascule efface-t-elle tout, laissant notre univers repartir à neuf, sans aucune mémoire de ce qui est venu avant? La réponse honnête des mathématiques est quelque part entre les deux, et elle est fascinante. Le rebond ne préserve pas tout. Tout le détail fin qu'avait l'univers précédent, l'agencement de ses galaxies, les formes particulières de ses structures, seraient presque certainement lissées dans le passage écrasant à travers le plancher. Mais certaines propriétés générales, certaines caractéristiques de l'état quantique de l'espace lui-même, pourraient traverser, laissant une faible empreinte sur les conditions avec lesquelles notre univers a commencé. Nous ne savons pas encore quelle serait la taille de cette empreinte, ni si nous pourrions jamais la mesurer. Mais le fait même que la question soit bien posée, que nous puissions demander d'une manière précise ce qu'un univers précédent pourrait avoir chuchoté dans les conditions de départ d'une autre, est quelque chose que la vieille histoire d'un début absolu ne pourrait même pas formuler. Vous ne pouvez pas demander ce dont un début a hérité. Vous pouvez demander ce qu'un rebond a fait traverser. Alors, l'objection naturelle. N'est-ce là qu'une histoire habile, ou y a-t-il de vraies mathématiques derrière? Les mathématiques sont réelles, et elles sont précises. Et voici le détail qui compte le plus. Là où la relativité générale nous donnait l'illimité, une réponse qui n'est pas une réponse, la gravité quantique à boucle nous donne un nombre. La densité au rebond est énorme, presque au-delà de la compréhension, quelque chose de proche de ce que les physiciens appellent la densité de Planck, une valeur avec environ 96 zéros après elle quand on l'écrit en unité ordinaire. C'est un nombre absurde, vertigineux, mais c'est un nombre. Il est fini. Et un nombre fini est un genre de chose complètement différent d'une grandeur sans borne. Une grandeur sans borne est un mur, un endroit où la théorie a rendu les armes. Un nombre fini est un endroit où vous pouvez vous tenir, une condition que vous pouvez décrire, un point de départ pour le calcul plutôt que sa fin. Le rebond remplace l'endroit où la physique s'est brisée
par un endroit où la physique fonctionne encore. Je ne vous survendrai pas cela, car ce n'est pas ce que nous faisons ici. La gravité quantique à boucle est une tentative sérieuse de combiner les deux grandes théories, mais ce n'est pas la seule, et elle n'a pas été confirmée. Un autre programme majeur, la théorie des cordes, aborde le même problème différemment et donne une image différente, et nous en rencontrerons une version plus tard cette nuit. Les énergies en jeu dans le rebond sont si loin au-delà de tout ce que nous pourrions jamais produire dans un laboratoire, environ 1000 milliards de fois au-delà de la portée de nos accélérateurs de particules les plus puissants, que nous ne pouvons pas simplement aller le tester directement. Ainsi, le rebond siège dans la littérature scientifique, mathématiquement soigneux, relu par d'autres physiciens, ni prouvé ni réfuté, et étrangement absent de l'histoire publique de nos origines. La plupart des gens n'ont jamais entendu dire que nos idées les mieux éprouvées, poussées à travers l'effondrement, peuvent produire un univers entier avant celui-ci. Mais elles le peuvent. Les équations ne se sont pas arrêtées au début. Elles l'ont traversé, et de l'autre côté, elles ont trouvé non pas rien, mais un cosmos antérieur tombant vers le plancher dont nous nous sommes élevés. Quelque chose était ici avant nous, non comme métaphore, comme résultat écrit en mathématiques, issu d'une tentative sérieuse de décrire le moment le plus extrême qui soit. Et si cette idée vous trouble, tenez bon, car l'image suivante va plus loin. Elle ne se contente pas de placer un univers en contraction avant le nôtre. Elle place un cosmos complet et entier avant le nôtre. Un cosmos qui a vécu une vie pleine, a vieilli et est mort. Et elle affirme que le cadavre de cet univers se cache en ce moment même dans la plus vieille lumière que nous puissions voir. Cette idée vient d'un homme qui a remporté le prix Nobel. Un homme qui a passé sa vie à prouver des vérités difficiles au sujet des trous noirs, à regarder le lointain avenir de notre univers, la fin froide et vide de toute chose, et y a vu le visage d'un début. Son nom est Roger Penrose, et l'idée qu'il a bâtie est l'une des images les plus étranges et les plus soigneusement raisonnées de ce qui est venu avant le Big Bang que quiconque ait jamais proposé. Vous devez savoir qui formule cette affirmation, car cela compte. Roger Penrose a remporté le prix Nobel de physique en 2020. Il ne l'a pas remporté pour l'idée que je m'apprête à décrire. Il l'a remporté pour le travail antérieur que nous avons déjà rencontré, la preuve mathématique que les trous noirs sont une prédiction authentique et inévitable de la relativité générale. Le même raisonnement sur la singularité, celui de 1965. Ce n'est pas un homme qui débarque du dehors avec une supposition sauvage. C'est l'une des personnes qui ont bâti les fondations mathématiques sur lesquelles le domaine se tient. Alors, quand il propose quelque chose qui sonne d'abord presque impossible, il vaut la peine de ralentir et de suivre l'argument, car l'argument est le contraire du négligé. Son idée s'appelle la cosmologie cyclique conforme, et le nom est technique, mais le raisonnement en dessous est quelque chose que vous pouvez suivre sans aucune mathématique. Il commence non par le début, mais par la fin. Alors, pensons un instant à la façon dont notre univers va mourir. En ce moment, l'univers est plein de structures, des étoiles qui brûlent, des galaxies qui tournent, de la lumière partout. Mais cela n'est qu'une phase, et elle passera. Les étoiles vont, une à une, épuiser leur carburant et s'éteindre. Les galaxies vont dériver à l'écart à mesure que l'espace continue de s'étendre, sur des échelles de temps si longues que les nombres cessent de ressembler à des nombres. Même la matière elle-même sera balayée, et les grands trous noirs qui siègent au centre des galaxies avaleront ce qui reste. Et puis, sur une étendue de temps presque au-delà de toute écriture, même ces trous noirs s'évaporeront lentement, laissant fuir leur masse sous forme de faibles rayonnements, jusqu'à ce que eux aussi disparaissent. Ce qui reste à la toute fin est un univers avec presque rien dedans qui est une masse, juste de la lumière, juste du rayonnement, s'éparpillant toujours plus mince à travers un espace énorme, sombre, encore en expansion. Il vaut la peine de laisser les échelles de temps ici se déposer lentement sur vous, car elles sont une partie de la raison pour laquelle cette idée paraît si étrange et si calme à la fois. L'âge de l'univers jusqu'ici, environ 13 800 millions d'années, est la plus vaste étendue que la plupart d'entre nous essaient jamais d'imaginer, et elle est déjà presque trop vaste à ressentir. Mais le lointain avenir que Penrose décrit la dépasse au-delà de toute comparaison. Les dernières petites étoiles brûleront encore tranquillement dans des centaines de milliards d'années. L'ère où les galaxies ont dérivé hors de portée les unes des autres se trouve à des milliers de milliards d'années devant nous.
Et la lente évaporation des grands trous noirs, la disparition finale des dernières choses massives, se déroule sur des étendues si longues qu'il faudrait écrire un ZU, un suivi d'une grande foule de zéros, juste pour compter les années. Contre des nombres pareils, l'histoire entière des étoiles, des planètes et de la vie est un bref scintillement tout près du début. Ce que Penrose vous demande de faire, c'est de vous tenir au bout lointain de tout cela, dans le froid et le silence, longtemps après la dernière lumière de la dernière étoile, et de remarquer que dans ce vide, où rien ne reste pour mesurer la taille ou marquer le temps, l'univers perd tranquillement la capacité de distinguer sa propre fin énorme d'un tout nouveau début minuscule. C'est ici que Penrose fait le tournant que personne d'autre n'a fait, et c'est un tournant au sujet de l'étrange importance de la masse. La masse, souligne-t-il, est ce qui permet à l'univers de tenir le temps et de tenir l'échelle. Les particules massives sont ce qui vous permet de bâtir une horloge, car une horloge a besoin de quelque chose qui change de façon régulière, et il vous faut de la masse pour cela. Les choses massives sont ce qui vous permet de mesurer la taille, car pour dire qu'une chose est grande ou petite, il vous faut une règle, et les règles sont bâties à partir de matière. Mais dans cet état final de l'univers, quand toute la masse a décliné et qu'il ne reste que du rayonnement sans masse, il n'y a plus d'horloge pour battre, ni de règles pour mesurer. Et Penrose soutient que dans un tel univers, les idées mêmes de grand et de petit, de temps long et de temps court, cessent d'avoir un sens. Il ne reste rien qui puisse faire la différence. Un univers sans masse a perdu la capacité de définir ce qu'est même la taille. Suivez maintenant la conséquence, car elle est stupéfiante dans sa logique. Si la taille n'a plus aucun sens dans cet état final sans masse, alors la différence entre l'inimaginablement grand et l'inimaginablement petit se dissout simplement. Et l'avenir froid, vide et sans fin d'un univers mort, où l'échelle a perdu tout sens, se révèle avoir la même forme mathématique sous-jacente que le début chaud, dense et minuscule d'un nouveau, où l'échelle n'était pas encore venue à signifier quoi que ce soit. Penrose soutient que ces deux états, la fin d'un univers et le début du suivant, ne sont pas seulement semblables, ils peuvent être mathématiquement identifiés l'un à l'autre. L'avenir gelé et sans fin d'un cosmos devient, par un changement dans la façon dont l'échelle est mesurée, la naissance de feu du suivant. Il appelle chacun de ces cosmos un néon. La fin d'un néon est le début du suivant. L'univers ne rebondit pas dans cette image, et il ne s'effondre pas. Il continue simplement, de la façon dont un chapitre se poursuit dans un autre, avec ce que nous appelons le Big Bang, comme la surface ou la géométrie d'un univers mourant passe sans couture dans celle d'un nouveau-né. Laissez-moi dire simplement ce que cela veut dire, car c'est une affirmation d'une envergure remarquable. Avant notre Big Bang, dans cette image, il y avait un univers précédent tout entier. Ce n'était pas une brève phase de contraction. C'était un cosmos complet qui a vécu sa propre longue histoire. Il avait ses propres étoiles, ses propres galaxies, sa propre ère de lumière et de structure. Ces étoiles se sont éteintes, ces trous noirs se sont formés, ont grandi, et après des âges presque sans fin, se sont évaporés. Sa dernière lumière s'est éparpillée à travers son espace énorme qui s'assombrissait. Et puis, à mesure que la dernière de sa masse déclinait et que l'échelle perdait son sens, l'avenir gelé et sans fin de cet univers est devenu notre début flamboyant. Nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes le plus récent éon d'une séquence qui pourrait s'étendre en arrière sans fin, chaque univers passant le relais au suivant à travers la surface que nous prenons pour le commencement de tout. Cela seul suffirait à vous tenir éveillé. Mais Penrose a fait quelque chose qui sépare une bonne histoire d'un morceau de science. Il a demandé si un tel univers précédent aurait laissé une trace, quoi que ce soit que nous puissions réellement aller chercher. Et il a compris qu'il devrait y en avoir une. Dans l'éon précédent, il y aurait eu des trous noirs, car tout univers doté de matière finit par en fabriquer. Et ces trous noirs, à mesure qu'ils s'évaporaient lentement, et à mesure qu'ils entraient en collision et fusionnaient, auraient libéré de formidables bouffées d'énergie. Penrose a soutenu que ces bouffées pourraient passer à travers la transition entre les éons et laisser de faibles marques dans la plus vieille lumière de l'univers suivant, le nôtre. Précisément, il a prédit qu'elles apparaîtraient comme de doux motifs circulaires, inscrits dans le fond diffus cosmologique, la même lumière ancienne que nous avons rencontrée au mur, des anneaux légèrement plus lisses et plus calmes que le rayonnement autour d'eux, posés dans le ciel comme des rides figées à la surface d'un étang.
des fossiles, si vous voulez, d'un univers qui a vécu et est mort avant que le nôtre ne naisse. Je veux que vous remarquiez à quel point nous nous sommes éloignés du début du manuel. Nous avons commencé avec une histoire propre, qui disait qu'il n'y avait rien avant, que la question elle-même était dénuée de sens. Et maintenant, nous avons un lauréat du prix Nobel qui nous dit non seulement qu'un univers entier a précédé le nôtre, mais qu'il a laissé une preuve physique que nous pouvons chercher dans des données que nous possédons déjà. Voilà la différence entre la spéculation et la science. La spéculation dit « peut-être que quelque chose était là ». La science dit « voici ce que cela aurait laissé derrière, voici où regarder, et voici ce que les données devraient montrer si j'ai raison ». Penrose a désigné une caractéristique précise à un endroit précis et a dit « allez vérifier ». Et donc des gens ont vérifié. En 2010, Roger Penrose et un physicien nommé Vahe Gurzadian ont annoncé qu'ils les avaient trouvés. Pas une prédiction, pas un modèle, un signal réel, siégeant dans la plus vieille lumière de l'univers, dont ils affirmaient qu'il était l'empreinte digitale d'un cosmos ayant existé avant le nôtre. Ils étaient entrés dans les cartes du fond diffus cosmologique, les données du satellite qui avait tracé ce mur ancien de lumière à travers tout le ciel. Et ils rapportaient y trouver des cercles, des anneaux concentriques, des régions où la température de la lumière de fond variait moins qu'elle ne le faisait partout ailleurs, agencés selon des motifs que l'histoire standard de l'univers ne donnait aucune raison d'attendre. Des anneaux calmes dans un ciel agité. Leur interprétation découlait directement de l'idée que nous venons de parcourir. Ces anneaux, disait-il, étaient les marques laissées par des événements énormes dans l'éon précédent, les collisions et les fusions de trous noirs géants, dont l'énergie avait traversé la frontière entre les univers et imprimé de faibles motifs circulaires dans la lumière du nôtre. S'ils avaient raison, alors l'humanité contemplait, pour la première fois, les restes physiques d'un univers plus vieux que le sien. Vous pouvez imaginer le poids d'une telle affirmation. Et c'est ici que l'histoire devient une vraie leçon sur la façon dont la science fonctionne réellement. Car la réaction du reste du domaine ne fut pas des applaudissements, et ce ne fut pas le silence. Elle fut rapide, elle fut technique, et elle fut vivement critique. En quelques semaines, plusieurs groupes indépendants de chercheurs ont publié leurs propres analyses, et ils sont arrivés à une conclusion uniforme. Les anneaux, ont-ils soutenu, n'étaient pas spéciaux. Le problème était subtil, et il vaut la peine d'être compris. Pour dire qu'un motif est surprenant, il faut le comparer à ce qu'un univers ordinaire, sans motif, produirait par pur hasard. Penrose et Gurzadian avaient fait cette comparaison, mais les critiques disaient qu'ils l'avaient mal faite. Quand vous générez des ciels simulés à l'aide du modèle standard de l'univers, le genre ordinaire, sans aucun néon précédent, ces ciels simulés produisent exactement le même genre d'anneaux concentriques, juste à partir de fluctuations aléatoires. Un groupe a testé les données à l'aide de 5 méthodes statistiques différentes, et aucune n'a trouvé que les anneaux réels fussent plus remarquables que les anneaux que l'on obtient du pur hasard. Le signal, ont-ils conclu, n'était pas un fossile d'un univers plus ancien. C'était la texture ordinaire du hasard, et l'œil humain, et l'espoir humain, y trouvant des formes. Cela ressemble à la fin de l'idée. Mais Penrose n'a pas cédé, et son contre-argument est la partie qui empêche ceci d'être une simple histoire d'affirmation réfutée. Lui et Gurzadian ont repoussé les simulations mêmes que les critiques avaient utilisées. Ces ciels simulés standards, ont-ils soutenu, sont eux-mêmes bâtis sur un ensemble d'hypothèses sur la façon dont l'univers primitif s'est comporté. Des hypothèses sur le motif des fluctuations, cuites dans le modèle standard. Si vos ciels de comparaison supposent déjà que l'histoire standard est toute l'histoire, alors trouver que les données leur correspondent ne prouve pas grand-chose. Vous avez, en un sens, supposé votre conclusion avant de la tester. La comparaison, a soutenu Penrose, était circulaire. Ce n'est pas une esquive. C'est une difficulté réelle et reconnue dans ce genre de travail. Le problème de savoir comment bâtir une comparaison témoin équitable quand la chose à laquelle vous comparez est elle-même un modèle plein d'hypothèses. Et elle n'a jamais été clairement résolue. L'argument n'a pas pris fin. Il a évolué. Plus tard, Penrose, travaillant maintenant avec Daniel Hahn, Christoph Meissner et d'autres, avait affiné la recherche en quelque chose de plus précis. Il ne cherchait plus seulement les cercles concentriques. Il cherchait ce qu'ils appelaient des points de Hawking, nommés d'après Stephen Hawking, dont le travail sur l'évaporation des trous noirs sous-tend la prédiction.
L'idée est précise. À la toute fin de l'éon précédent, après que toute la matière est tombée dans les trous noirs, et que ces trous noirs ont passé des âges presque sans fin à s'évaporer lentement, la bouffée finale d'énergie de chaque géant mourant serait une libération concentrée. Et cette libération concentrée, traversant la frontière dans notre univers, devrait apparaître dans notre plus vieille lumière, non comme un anneau, mais comme un point, une petite tache de température légèrement élevée, entourée d'un faible halo tiède. Ils sont allés chercher, et ils ont rapporté en avoir trouvé. Plusieurs points candidats à un niveau de confiance statistique qu'ils ont décrit comme d'environ 3 sigma, un seuil qui, dans bien des domaines de la physique, est pris au sérieux comme un indice, quoique non comme une preuve. Et une fois de plus, d'autres chercheurs ont examiné les mêmes données et n'étaient pas d'accord. L'existence de taches tièdes n'était pas le litige. Le litige était de savoir si leur nombre et leur intensité dépassaient ce qu'un univers ordinaire produirait par hasard. Et une fois de plus, la réponse dépendait de la façon dont vous bâtissez la comparaison, de ce que vous supposez que l'univers aléatoire devrait donner à voir. Une réanalyse publiée plus récemment, en 2024, a examiné l'affirmation avec soin, a retiré certaines tâches inhabituellement claires et sombres des données, a utilisé un modèle particulier pour les variations de température et a conclu qu'aucun signal statistiquement significatif ne subsistait, ni les anneaux, ni les points. Les fossiles, selon cette analyse, se dissolvent de nouveau dans le bruit. Alors, où cela nous laisse-t-il? Cela nous laisse avec une question véritablement ouverte, contestée, ni confirmée, ni proprement enterrée. Et je veux être très prudent ici, car il serait facile de prendre parti selon l'intensité de votre désir que la réponse romantique soit vraie, et c'est exactement le piège qu'un esprit soigneux évite. En l'état, le poids de l'analyse penche contre le signal revendiqué par Penrose. La plupart des cosmologistes ne croient pas que les fossiles aient été trouvés. Voilà l'état honnête de la partie, et je ne vais pas l'enjoliver. Mais voici ce sur quoi je veux que vous demeuriez, car c'est la partie qui devrait vous faire vous arrêter, quelle que soit la façon dont les statistiques finissent par se déposer. Regardez ce qui s'est réellement passé. Un physicien sérieux, un lauréat du prix Nobel, a pris une idée au sujet d'un univers antérieur au nôtre, et au lieu de la laisser en poésie, il en a tiré une prédiction précise et concrète. Il a dit que le cosmos précédent aurait dû laisser un genre de marque particulier, d'une forme particulière, à un endroit particulier, dans des données que nous possédons déjà. Puis il est allé chercher. Puis d'autres chercheurs ont vérifié son travail, l'ont contesté, ont tenté de le briser à l'aide de leurs propres méthodes. Ce va-et-vient, cette querelle sur les statistiques, les hypothèses et les comparaisons témoins n'est pas le système qui défaille. C'est le système qui fonctionne exactement comme il le devrait. L'affirmation sur ce qui est venu avant notre univers est devenue une affirmation testable, disputée au grand jour, avec de vraies données. Que les fossiles particuliers survivent ou non, le fait qu'un fossile d'un univers précédent soit le genre de choses que l'on puisse chercher, dans une lumière que nous pouvons tenir dans nos instruments cette nuit, est stupéfiant. Pensez à ce que cela voudrait dire de tenir une photographie et de se demander si une faible bavure dans le coin est l'ombre d'un monde qui a pris fin avant que le vôtre ne commence. C'est, en essence, ce que ces chercheurs font. Et ils le font non avec l'intuition, mais avec les statistiques, dans des revues, en public, où quiconque peut contester le travail. Voilà la différence entre la marge et la frontière. La marge fait des affirmations qui ne peuvent jamais être vérifiées, et donc n'ont jamais à être défendues. La frontière fait des affirmations assez tranchantes pour être fausses, puis les soumet à l'honnêteté brutale des données. La question de ce qui est venu avant le Big Bang a franchi de l'une à l'autre, et les anneaux et les points dans la plus vieille lumière ne sont que l'un des cadres formulant de telles affirmations. Le suivant ne place pas un unique univers avant le nôtre. Il place un océan sans fin et agité d'univers. Et il affirme que notre Big Bang tout entier n'était qu'une bulle se formant dedans, comme une seule bulle apparaissant dans une marmite d'eau qui bout depuis toujours. Il y a une version de la réponse à ce qui est venu avant le Big Bang qui est, à certains égards, la plus troublante de toutes. Parce qu'elle ne vous donne pas un univers précédent qui a pris fin pour que le nôtre puisse commencer. Elle vous donne un processus qui tournait déjà, qui avait toujours tourné, et elle vous dit que notre univers entier n'était qu'un petit événement à l'intérieur. Pour comprendre cette image,
il faut comprendre une pièce de physique appelée l'inflation. Et il faut comprendre pourquoi les physiciens en sont venus à y croire, car elle fut inventée pour résoudre un problème réel et tenace. Le problème est celui-ci. Quand nous regardons la plus vieille lumière, le fond diffus cosmologique, nous trouvons qu'elle est stupéfiante d'uniformité. La température de cette lumière ancienne est presque exactement la même dans chaque direction, à une minuscule fraction de degré près. Cela paraît sans danger, jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela implique. Des régions aux extrémités opposées du ciel, des régions si éloignées l'une de l'autre que, dans l'histoire standard, la lumière n'aurait jamais pu voyager entre elles durant l'âge entier de l'univers, ont pourtant fini exactement à la même température. Elles sont comme 2 tasses de café aux 2 bouts d'un continent, dont on découvre qu'elles sont exactement à la même chaleur, alors qu'elles n'ont jamais été en contact, alors qu'aucune chaleur n'aurait pu passer entre elles. Comment se sont-elles coordonnées? Le modèle standard du Big Bang, à lui seul, n'a pas de réponse. Au début des années 1980, un petit groupe de physiciens, dont Alan Guth, et bientôt après Andrei Linde et d'autres, ont proposé une solution. Supposons que, dans la toute première fraction de seconde de l'univers, avant l'expansion ordinaire que nous connaissons, il y ait eu une brève mais féroce bouffée d'un genre différent d'expansion. Non pas la douce dérive à l'écart que nous voyons maintenant, mais un étirement exponentiel explosif, dans lequel l'univers a doublé de taille, puis a doublé encore, et encore, au moins 60 à 80 fois, tout cela dans une esquille de temps presque trop petite à nommer. Cette bouffée était conduite par un genre particulier de champ d'énergie, souvent appelé l'inflaton, et voici ce qu'elle accomplit. Tout ce que nous voyons maintenant était, avant cette bouffée, tassé dans une région assez petite pour atteindre facilement une seule température uniforme, de la façon dont une pièce minuscule vient facilement à une seule température. Puis, l'inflation a pris cette minuscule région apaisée et l'a étirée jusqu'à une taille énorme, la lissant, projetant sa chaleur uniforme à travers tout le ciel. L'énigme des températures qui concordent se dissout, et plusieurs autres énigmes qui avaient troublé les cosmologistes pendant des années se dissolvent aussi. L'inflation, en bref, fonctionne. Ses prédictions sur le détail fin de la plus vieille lumière ont été confrontées aux données encore et encore, et elles concordent avec une précision remarquable. Ce n'est pas une idée marginale. C'est, pour bien des cosmologistes, le récit dominant du premier instant de l'univers. Et ce succès est exactement ce qui rend son effet secondaire si difficile à écarter d'un revers de main. Car quand vous regardez de près comment l'inflation se comporte réellement dans presque chaque version que les physiciens ont écrite, vous trouvez qu'elle ne s'éteint pas proprement partout d'un coup. Elle ne le peut pas. Le même champ qui conduit l'expansion explosive est sujet à de minuscules fluctuations quantiques, de petits tremblements aléatoires, et ces tremblements font que l'inflation finit à certains endroits avant d'autres. Dans une poche d'espace donné, le champ dévale sa pente, l'inflation s'arrête, et un univers chaud comme le nôtre s'en dépose. Mais dans l'espace environnant, le champ ne s'est pas encore arrêté, et cet espace continue de subir l'inflation, continue de doubler plus vite que les poches ne peuvent se former. Demeurez avec la conséquence de cela, car elle est véritablement étrange. Les régions où l'inflation a pris fin sont comme des bulles, et notre univers est l'une de ces bulles, un endroit où l'expansion furieuse s'est arrêtée, et où l'histoire ordinaire de refroidissement, d'expansion et de formation de structures a commencé. Mais l'espace entre et autour des bulles subit encore l'inflation, double encore, et parce que cet espace en inflation croît de façon si explosivement rapide, il devance toujours les bulles qui se forment en son sein. Il ne s'épuise jamais, il n'atteint jamais un bord final. De nouvelles bulles continuent de se former en lui, chacune un univers séparé, possiblement avec ses propres propriétés particulières, tout enchâssé dans le même arrière-plan, en inflation sans fin. Cela s'appelle l'inflation éternelle, et l'image qu'elle peint porte un nom que vous avez probablement entendu, d'ordinaire, dans un contexte plus haletant qu'il ne le mérite. C'est le multivers, non comme une fioriture de science-fiction, mais comme ce qui semble être une conséquence mathématique directe de la même inflation qui explique si bien la plus vieille lumière. Alan Guth, qui a le premier proposé l'inflation, a formulé la chose aussi simplement qu'elle peut l'être. Si l'inflation est correcte, a-t-il dit, alors le multivers est presque certainement réel. Les deux ne sont pas des idées séparées entre lesquelles vous pouvez choisir. Le multivers découle de l'inflation de la façon dont la chaleur d'un feu découle du feu.
Vous n'obtenez pas facilement l'un sans l'autre. Maintenant, ramenez cela à notre question. La question qui a guidé chaque pas de cette marche. Si notre univers est une bulle dans un arrière-plan en inflation éternelle, alors qu'était-il ici avant notre Big Bang? La réponse que donne cette image est directe et tranquillement accablante. Avant notre Big Bang, l'arrière-plan en inflation existait déjà. Il était déjà en expansion. D'autres bulles, d'autres univers s'étaient peut-être déjà formés en lui. Le processus tournait déjà. Et avant cela, la même chose. Et avant cela, encore la même chose. Dans cette image, l'arrière-plan en inflation n'a pas besoin d'un début de la façon dont notre bulle en a besoin. Notre Big Bang n'était pas le commencement de tout. C'était un événement local, la formation d'une bulle à l'intérieur d'une structure qui était déjà là, faisant ce qu'elle avait toujours fait. Ce que nous appelons le début de l'univers fut un début seulement pour nous, seulement pour notre bulle, tandis que tout autour, l'ébullition sans fin se poursuivait comme elle l'avait toujours fait. C'est un genre de réponse profondément différent du rebond ou de l'éon précédent. Cela nous donnait un avant dans le temps, un univers venu plus tôt et menant au nôtre. L'inflation éternelle nous donne quelque chose de plus proche d'un avant qui n'a jamais commencé. Un processus continu, sans premier moment, que les mathématiques exigent. Notre univers n'est pas l'ouverture de l'histoire. C'est une phrase dans un livre qui était déjà en train d'être écrit, dans une langue qui n'avait pas de premier mot. Et notre Soleil, notre galaxie, tout ce que nous avons jamais connu, siège à l'intérieur d'une seule bulle, parmi d'innombrables autres, formées dans un processus qui, pour ce qui concerne les équations, ne fut jamais allumé, parce qu'il tournait simplement depuis toujours. C'est une image belle et vertigineuse, et il serait facile de finir ici avec le sentiment réconfortant que nous avons trouvé la réponse, qu'il n'y avait tout simplement pas de début, et qu'il n'y a rien de plus dont s'inquiéter. Mais ce réconfort serait faux, et l'honnêteté m'oblige à vous montrer la fêlure qui s'y trouve. Même cette image, celle qui semble échapper le plus proprement au problème d'un début, n'y échappe pas réellement. Il y a un théorème, un résultat mathématique dur, qui dit que même l'inflation éternelle ne peut pas être vraiment éternelle vers le passé. Et il y a une critique, venue de l'une des personnes mêmes qui ont aidé à bâtir l'inflation au départ, qui entaille la question de savoir si toute cette grande structure fait même de la science. Ces deux fêlures sont l'étape suivante de notre marche, et c'est là que l'honnêteté intellectuelle gagne son pain. Prenons la première fêlure, la mathématique, car elle est nette et tranchante. Nous venons de traverser l'inflation éternelle et de voir comment elle semble supprimer le besoin d'un début. L'arrière-plan en inflation avait toujours été là, tournant toujours, aucun premier moment requis. Voilà son attrait. Mais en 2003, 3 physiciens, Arvind Borde, Alan Guth et Alexander Vilenkin, ont prouvé un théorème qui pose une limite dure à cet attrait. Le résultat est technique, mais son sens peut être énoncé simplement. Tout univers qui est, en moyenne, en expansion, ne peut pas être prolongé sans terme dans le passé. Retracez-le vers l'arrière, et l'expansion elle-même vous force à atteindre une frontière, un point au-delà duquel vous ne pouvez pas continuer l'histoire. Vous manquez de passé. Remarquez qui est l'un des auteurs. Alan Guth, le père de l'inflation, a aidé à prouver que l'inflation ne peut pas être éternelle dans la direction qui l'aurait sauvée d'un début. Le cadre même qui semblait supprimer le début pointe encore, par ses propres mathématiques internes, vers 1. Cela ne détruit pas l'inflation éternelle, cela la complique. Cela veut dire que même l'image la plus astucieusement conçue pour éviter une origine bute encore contre une frontière dans le passé. Et donc la question que nous posons depuis toute la nuit ne se dissout pas simplement. Elle revient. Quelque chose doit encore rendre compte de cette frontière. L'océan en inflation, il s'avère, avait peut-être un rivage après tout. Et donc on ne nous accorde pas le réconfort facile de dire qu'il n'y avait tout simplement pas de début, et d'en avoir fini. Les mathématiques ne nous laisseront pas nous en tirer à si bon compte. La seconde fêlure est différente par nature, et à certains égards elle est plus grave, car elle ne porte pas sur la justesse de l'image. Elle porte sur la question de savoir si l'image est même de la science. Le défi vient de Paul Steinhardt, et vous devriez connaître sa position avant de peser ses mots. Steinhardt n'est pas un critique se tenant hors du domaine et lançant des pierres. Il est l'un des architectes originels de la cosmologie inflationnaire. Il a aidé à bâtir la théorie même qu'il regarde à présent d'un œil dur. Et son inquiétude est celle-ci.
Il soutient que l'inflation, surtout dans sa forme éternelle, est devenue si souple, si capable de produire quelque part n'importe quel résultat possible dans son étendue sans fin de bulles, qu'elle a cessé de pouvoir prédire quoi que ce soit en particulier. Si la théorie engendre des univers avec chaque ensemble concevable de propriétés, alors, peu importe ce que nous observons dans le nôtre, la théorie peut l'accommoder. Quoi que nous voyons, la théorie dit, bien sûr, il y a une bulle comme cela. Et une théorie qui peut absorber n'importe quelle observation, qui ne peut jamais être contredite par aucune mesure, est en difficulté, car ce qui rend une idée scientifique est précisément qu'elle pourrait, en principe, se révéler fausse. C'est une objection profonde, et il importe énormément qu'elle vienne d'un homme du sérail. Steinhardt ne dit pas que l'inflation n'a produit aucun succès. Il dit que la version éternelle, génératrice de multivers, a peut-être franchi une ligne, passant d'une théorie qui fait des prédictions risquées et vérifiables à un cadre si accommodant qu'il prédit tout, et donc, en un sens véritable, rien. Une théorie qui explique chaque résultat possible n'explique aucun résultat particulier. Et si aucune mesure ne pouvait jamais être en désaccord avec elle, alors y croire devient un choix plutôt qu'une conclusion forcée par la preuve. Laissez-moi rendre cette inquiétude concrète, car dans l'abstrait, elle peut sonner comme une chicane. Supposez que vous ayez une théorie qui dit que chaque genre possible d'univers existe quelque part dans une collection sans fin de bulles. Maintenant, vous sortez et mesurez quelque chose au sujet de notre propre univers, la force d'une force, la quantité d'un ingrédient, n'importe quoi. Quel que soit le nombre que vous trouvez, la théorie hausse les épaules et dit, bien sûr, il y a une bulle avec ce nombre. En fait, il y en a une multitude. Trouvez le nombre opposé demain, et la théorie hausse de nouveau les épaules, tout aussi confortablement. Une bonne idée scientifique tend le coup. Elle dit que le nombre devrait être ceci et non cela, et si vous trouvez cela, j'ai tort. Une idée qui est également heureuse avec chaque résultat possible a cessé de tendre le cou. Elle ne peut jamais être prise en flagrant délit d'erreur. Et une affirmation qui ne peut jamais être prise en flagrant délit d'erreur a tranquillement quitté la chose qui fait fonctionner la science. Voilà l'inquiétude de Steinhardt. Et la raison pour laquelle elle a du poids, c'est qu'il ne désigne pas la théorie d'un rival. Il désigne la grande version du cadre même qu'il a aidé à créer, et il demande, avec un réel malaise, si elle a dérivé de la physique vers quelque chose qui ne fait que ressembler à de la physique. Je veux marquer une pause ici et être clair sur ce que ces deux fêlures font et ne font pas, car c'est le genre de moment où il est facile d'aller trop loin dans un sens ou dans l'autre. Les fêlures ne prouvent pas que l'inflation éternelle est fausse. Bien des physiciens sérieux y tiennent encore, et ils ont des réponses et des raffinements à offrir. Ce que les fêlures font, c'est nous garder honnêtes. Elles nous rappellent que la réponse qui semblait la plus naturelle à ce qui est venu avant, la réponse qui paraissait n'avoir besoin d'aucun début, porte encore une frontière dans son passé et fait encore face à une question dure sur la possibilité de la tester. La sortie romantique, celle où il n'y a tout simplement pas de début et où la question s'évapore, n'est pas aussi propre qu'elle en avait l'air. Et il y a une leçon plus vaste cachée dans ces fêlures, une leçon qui rejoint tout ce dont nous avons discuté cette nuit, et c'est celle-ci. Il y a un monde de différence entre dire notre meilleure théorie ne peut pas encore décrire ce qui est venu avant, et dire par conséquent rien n'est venu avant, ou par conséquent la question est réglée. Nous avons rencontré cette distinction à la singularité, où une équation brisée fut tranquillement changée en une affirmation qu'il n'y avait pas d'avant. Nous la rencontrons de nouveau ici, où la difficulté de tester une théorie est parfois tranquillement changée, soit en une certitude excessive que le multivers est réel, soit en une certitude excessive que la question entière est dénuée de sens. Ces deux mouvements sautent par-dessus le milieu honnête, qui est que nous avons plusieurs images concurrentes sérieuses, chacune avec de vraies forces et de vraies fêlures, et que nous ne savons pas encore laquelle, s'il en est une, est juste. Vivre dans ce milieu honnête est inconfortable. C'est aussi là que se trouve la science réelle. Il y en a une de plus, le quatrième cadre, et c'est le plus différent de tous. Il ne met en jeu ni un rebond, ni un néon, ni une bulle. Il met en jeu une collision. Deux mondes entiers dérivant l'un vers l'autre, à travers une dimension que nous ne pouvons pas désigner, jusqu'à ce qu'ils se heurtent. Cette collision, dit cette quatrième image, fut le Big Bang.
La quatrième image de ce qui est venu avant commence par une phrase qui sonne comme de la science-fiction et se révèle être de la physique soignée. Ce que nous appelons le Big Bang n'était pas une création, c'était une collision. Deux objets énormes, dérivant l'un vers l'autre, à travers une dimension que nous ne pouvons pas voir, se sont heurtés, et l'énergie de cet impact est devenue tout ce que nous avons jamais connu. Pour prendre cela au sérieux plutôt que de l'écarter, il faut savoir quelque chose sur ce que l'une de nos principales tentatives de théorie complète de la physique dit réellement de la forme de la réalité. Dans notre expérience de tous les jours, l'espace a 3 dimensions. Vous pouvez vous mouvoir à gauche et à droite, en avant et en arrière, en haut et en bas. Mais la théorie des cordes, l'une des tentatives les plus développées d'unir toutes les forces de la nature en un seul cadre, exige davantage de dimensions que cela. Dans ses formes les plus étudiées, la réalité a bien plus de dimensions spatiales que les 3 à travers lesquelles nous nous mouvons, les supplémentaires étant enroulés si serrés, à des échelles si impossiblement petites, que nous ne les remarquons jamais dans la vie quotidienne. Elles sont là, dans les mathématiques, tissées dans la structure de l'espace, cachées seulement parce qu'elles sont enroulées loin en dessous de tout ce que nous pourrions jamais sonder directement. Et dans cet espace plus riche, des objets peuvent exister que nous n'imaginerions jamais. On les appelle des branes, un mot raccourci de membrane, et la façon la plus simple d'en imaginer une est comme une feuille, une surface qui s'étend à travers un certain nombre de dimensions, de la façon dont une feuille de papier plate s'étend à travers 2. Dans cette image, notre univers observable tout entier, tout ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer, chaque galaxie, chaque étoile, vous, cette pièce, tout cela siège sur une telle brane, une surface à 3 dimensions, flottant dans un espace de plus haute dimension. Imaginez un mince film suspendu dans un milieu plus vaste. Tout ce que nous connaissons vit sur le film. La dimension supplémentaire court perpendiculairement à lui, dans une direction que nous ne pouvons pas désigner, ni parcourir, ni même correctement imaginer, parce que nous sommes confinés entièrement à notre propre feuille. Voici maintenant la disposition qui mène à la collision. Il y a une autre brane, une autre feuille, gisant près de la nôtre dans cette dimension supplémentaire, séparée de nous par un intervalle minuscule à l'aune du cosmos, et pourtant complètement hors de notre portée, parce que nous ne pouvons pas nous mouvoir dans la direction qui nous ferait la traverser. Cette seconde feuille a une masse, et la nôtre aussi, et la gravité, seule parmi toutes les forces, est réputée fuir à travers l'intervalle entre les branes. Ainsi, les 2 feuilles se sentent l'une l'autre. Ce détail sur la gravité vaut qu'on s'y arrête, car il explique tranquillement quelque chose qui déconcerte les physiciens depuis longtemps. De toutes les forces de la nature, la gravité est de loin la plus faible, et ce n'est même pas serré. Vous ressentez cela chaque jour sans le remarquer. Un petit aimant peut soulever un trombone contre l'attraction de la planète entière en dessous. Toute la masse de la Terre perd un bras de fer face à un aimant que vous pourriez tenir entre 2 doigts. Pourquoi la gravité est-elle si absurdement faible comparée aux autres forces? Dans cette image, il y a une réponse. Les autres forces sont coincées sur notre feuille, confinées à nos 3 dimensions, leur pleine puissance embouteillée là où nous pouvons la sentir. Mais la gravité n'est pas confinée. Elle s'épanche dans la dimension supplémentaire, fuyant hors de notre brane dans l'espace plus vaste autour. Ce qui nous atteint n'est qu'un mince reste de sa vraie puissance, dilué par son déversement dans une direction que nous ne pouvons pas voir. Ainsi, la gravité nous semble faible, non parce qu'elle est faible, mais parce que la plus grande partie est quelque part où nous ne pouvons pas la suivre. Et c'est exactement cette fuite, ce déversement de la gravité à travers l'intervalle, qui laisse les 2 branes se sentir l'une l'autre et entamer leur longue chute silencieuse l'une vers l'autre. La même propriété qui fait paraître la gravité si douce dans votre vie quotidienne est la propriété qui, dans cette image, amène 2 mondes à la collision. Laissez-moi ralentir et vous emmener dans cette scène, car c'est l'une des plus étranges que la physique ait jamais offerte. Imaginez notre univers non comme l'intérieur d'une explosion, mais comme une feuille calme et énorme, dérivant dans une obscurité qui a une direction à laquelle nous ne pouvons pas faire face. Quelque part, juste à côté de nous, à un cheveu dans cette direction invisible, un autre monde entier dérive en parallèle. Une seconde feuille, aussi grande que la nôtre. Rien ne passe entre les 2 mondes. Ni lumière, ni matière, ni signal d'aucune sorte. Seule la gravité tend le bras à travers l'intervalle,
l'attraction la plus faible, tirant les deux feuilles l'une vers l'autre sur des âges si longs qu'il ferait paraître la vie d'une étoile comme un seul souffle. Pendant presque tout ce temps, rien ne semble arriver. Les deux mondes dérivent simplement plus près, silencieux, sombres, patients. Et puis, à la fin de cette longue approche, les feuilles se touchent, non en un seul point, mais partout à la fois. La surface entière de notre monde rencontrant la surface entière de l'autre en un seul instant. Et dans cet instant, la douce dérive devient une libération inimaginable. L'énergie cinétique de deux mondes en collision inonde notre feuille partout simultanément, l'embrasant en un feu chaud et dense qui commence aussitôt à s'étendre et à refroidir. De l'intérieur, sur notre brane, cette libération ressemblerait exactement à un univers jaillissant d'un unique début chaud. Elle ressemblerait au Big Bang. Voilà l'image, et elle a un nom. Elle s'appelle le scénario ekpyrotique, d'un mot grec pour un grand feu, une conflagration. Elle fut développée aux alentours de 2001 par Paul Steinhardt, le physicien même que nous venons de rencontrer, tournant un œil dur vers l'inflation éternelle, en collaboration avec Neil Turok. Tous deux avaient passé des années sur l'inflation et en étaient venus à croire qu'elle portait des problèmes non résolus, et le modèle ekpyrotique était leur alternative. Et remarquez ce qu'il fait à notre question. Dans cette image, le Big Bang n'est pas le début de tout, et ce n'est pas une création à partir de rien. C'est le moment où deux mondes préexistants se sont rencontrés. Il y avait, très clairement, un avant. Avant le feu, il y avait deux branes dérivant l'une vers l'autre à travers l'obscurité. Avant que notre univers ne s'embrase, il y avait de la structure, il y avait du mouvement, il y avait une longue et lente approche. Et dans la version plus complète de l'idée, ce n'est pas un événement unique. Après que les branes entrent en collision, elles rebondissent, dérivant de nouveau à l'écart, puis, sur une autre étendue de temps immense, la gravité les ramène l'une vers l'autre pour une autre collision. Chaque collision est un autre Big Bang. Chaque séparation est une autre longue expansion. L'univers, dans cette image, n'a pas du tout un unique début. Il a un rythme, un lent battement de cœur de mondes se rencontrant et se séparant à travers la dimension invisible, encore et encore, peut-être sans terme. Steinhardt et Turok ont exposé cette version cyclique dans leur travail, y compris un livre dont le titre le dit clairement, que l'univers est sans fin, que le Big Bang n'était pas le commencement. Maintenant, vous pourriez légitimement demander si cela peut jamais être plus qu'une histoire élégante. Et voici la partie qui l'élève en science réelle. L'image ekpyrotique et l'image de l'inflation font des prédictions différentes sur une chose précise. Et cette chose, ce sont les ondes gravitationnelles laissées par l'univers primitif. Souvenez-vous de ces rides dans l'espace qui traversent tout, qui peuvent franchir le mur que la lumière ne peut pas franchir. L'inflation comme la collision ekpyrotique aurait soulevé un arrière-plan de telles rides au premier instant. Mais parce que les deux mécanismes sont si différents, un étirement violent dans un cas, une collision de mondes dans l'autre, ils prédisent des arrière-plans d'ondes gravitationnelles de formes différentes. L'inflation prédit un motif particulier, avec une légère inclinaison caractéristique à travers différentes longueurs d'onde. La collision ekpyrotique prédit un motif différent, bien plus plat, cette inclinaison étant essentiellement absente. Ces deux signatures sont, en principe, distinguables. Si nous pouvions mesurer le spectre des ondes gravitationnelles primordiales avec assez de précision, nous pourrions dire quel mécanisme était à l'œuvre, et nous pourrions en écarter un. Voilà ce qui change la collision d'une fable en un prétendant sérieux. C'est une position minoritaire. Je ne prétendrai pas le contraire. La plupart des cosmologistes aujourd'hui favorisent l'inflation. Mais le modèle ekpyrotique est une position minoritaire publiée, soigneusement bâtie, relue par des pairs, développée par des physiciens sérieux au parcours solide, et, de façon cruciale, il n'a pas été écarté. L'arrière-plan d'ondes gravitationnelles qui trancherait entre lui et l'inflation n'a pas encore été mesuré. Le test n'a tout simplement pas été mené. Et un modèle qui fait une prédiction claire et attend encore son test n'est pas un modèle d'effet, c'est un modèle patient. Il siège dans la littérature, retenant son souffle, attendant que les instruments rattrapent son affirmation. Nous avons maintenant vu nos 4 cadres, 4 réponses différentes à ce qui était ici avant, et ils ne peuvent pas tous être justes. Mais avant de demander comment nous choisirons jamais entre eux,
nous devons affronter une question plus étrange et plus désorientante qu'aucun d'eux. Une question qui menace de nous retirer le sol sous les pieds. Nous avons demandé ce qui est venu avant le Big Bang. Mais que faire si le mot « avant » ne veut pas dire ce que nous croyons qu'il veut dire? Que faire s'il ne veut rien dire du tout? Chaque pas de notre marche cette nuit a reposé sur une seule supposition tranquille. Une supposition si fondamentale que nous ne nous sommes jamais arrêtés pour l'examiner. Nous avons supposé que le mot « avant » veut dire quelque chose. Un univers se contracte, puis rebondit. Un néon précédent finit, un nouveau commence. Un arrière-plan en inflation tournait déjà avant que notre bulle ne se forme. Deux brânes dérivent, puis entrent en collision. Chacune de ces histoires a besoin de temps pour être réelle, a besoin d'un véritable avant et après, d'une séquence dans laquelle une chose mène à la suivante. Et maintenant, nous devons affronter la possibilité que cette supposition, celle qui soutient tout, soit peut-être la plus branlante de toutes. L'ennui commence par une équation dont presque personne, hors de la physique, n'a entendu parler, et sur laquelle presque personne, en physique, n'aime s'attarder. Dans les années 1960, deux physiciens, Bryce DeWitt et John Wheeler, ont tenté d'écrire l'équation fondamentale de l'état quantique de l'univers entier, la description la plus fondamentale possible de tout à la fois, combinant la mécanique quantique et la gravité à la plus grande échelle. Ils ont réussi à produire quelque chose, une équation que les physiciens étudient et utilisent encore aujourd'hui. Mais l'équation a une particularité si étrange que quand vous l'entendez pour la première fois, vous supposez avoir mal compris. L'équation de Wheeler-DeWitt, la candidate à la description la plus fondamentale de l'univers que nous ayons, ne contient pas de temps. Pas un temps caché, pas un temps approximatif. Aucun. La variable du temps, qui apparaît dans à peu près chaque autre équation de la physique, n'y est tout simplement pas. Laissez-moi m'assurer que vous sentez à quel point cela est bizarre. Chaque équation que vous ayez jamais croisée, même de manière informelle, a le temps tissé en elle. La position change avec le temps. L'énergie se déplace avec le temps. Les particules interagissent à des moments particuliers. La structure entière de la physique, d'une pomme qui tombe à une planète en orbite, est bâtie sur la supposition que le temps est là, s'écoulant, réel, une toile de fond contre laquelle les choses arrivent. Et puis vous écrivez l'équation de l'univers entier, à son niveau le plus fondamental, et le temps disparaît tranquillement de la page. Ce n'est pas une note de bas de page technique obscure. C'est l'équation centrale de la cosmologie quantique, et elle ne contient pas de temps. Les physiciens appellent l'énigme que cela crée le problème du temps, et il est exactement aussi sérieux qu'il en a l'air. Alors, qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire? L'interprétation la plus saisissante, et celle qui devrait vous faire vous tenir très immobile, est que le temps n'est pas fondamental, qu'au niveau le plus élémentaire de la réalité, le temps tel que nous en faisons l'expérience, un écoulement, un passage, une différence entre passé et futur, n'existe pas. Ce que nous vivons comme le temps serait alors quelque chose qui émerge d'une structure sous-jacente sans temps, de la façon dont certaines propriétés n'émergent que lorsque vous avez assez de pièces ensemble. Considérez la température. Une seule molécule n'a pas de température. La température n'est pas une propriété qu'une particule solitaire peut avoir. Elle n'apparaît que lorsque vous avez des nombres énormes de molécules se mouvant et se heurtant ensemble. Une propriété de la foule, non de l'individu. Elle est complètement réelle. Vous pouvez la mesurer. Vous pouvez la sentir. Elle peut vous brûler. Mais elle n'est pas fondamentale. Elle vit à un niveau de description supérieur, émergeant de quelque chose en dessous qui n'a aucune température. Le temps, dans cette vision, pourrait fonctionner de la même façon. Réel à notre niveau, mesurable, indéniable dans notre expérience, et pourtant ne faisant pas partie du socle, émergeant d'une réalité sous-jacente où il n'est simplement pas présent. Je trouve cela l'idée la plus tranquillement déstabilisante de tout ce que nous avons touché cette nuit. Et je veux prendre garde à ne pas en trop dire, car elle est véritablement non résolue. Mais laissez-vous sentir sa forme un instant. Vous avez passé votre vie entière à l'intérieur de la sensation du temps qui passe, le glissement régulier d'un moment au suivant, la certitude absolue qu'il y avait un avant et qu'il y aura un après. C'est le meuble le plus élémentaire de votre expérience, plus élémentaire que l'espace, plus élémentaire que votre propre visage dans le miroir. Et l'équation la plus fondamentale que nous ayons réussi à écrire pour l'univers dans son ensemble ne le contient pas. L'écoulement que vous ressentez si sûrement
pourrait être comme la chaleur d'une foule, réelle et indéniable pour quiconque s'y tient, et pourtant fait d'innombrables petites choses, dont aucune n'est elle-même chaude. Si cela est vrai, alors l'univers, à sa base, n'est pas un film qui court vers l'avant. C'est quelque chose de plus immobile et de plus étrange, une unique structure sans temps. Et le courir vers l'avant est quelque chose qui n'arrive que de l'intérieur, seulement pour des êtres comme nous, tissés en lui d'une manière particulière. Nous ne regardons pas nécessairement la réalité se dérouler. Nous sommes peut-être la réalité, brièvement convaincus qu'elle se déroule. Un physicien nommé Julian Barbour a consacré une grande part de sa vie à développer exactement cette idée. Et sa position est aussi directe que déstabilisante. Le temps, soutient-il, est une illusion. Non au sens dédaigneux qu'il n'importe pas, mais au sens précis, qu'il ne correspond à rien dans la structure fondamentale de la réalité. Ce que nous appelons l'écoulement du temps, le sentiment d'un moment cédant la place au suivant, est, à ses yeux, une caractéristique de la façon dont nous sommes enchâssés dans un univers qui est, au fond, une chose immobile et sans temps. Il y a d'autres versions de cette idée aussi. Certains physiciens suggèrent que le temps émerge de la façon dont différentes parties de l'univers sont liées entre elles par l'intrication quantique, que l'apparence d'un moment suivant un autre vient de corrélation à l'intérieur d'un tout sans temps. Une autre approche, appelée la théorie des ensembles causaux, rebâtit l'univers non à partir du temps, mais à partir de l'ordre pur, une structure dans laquelle certains événements viennent simplement avant d'autres, en un sens relationnel nu, la séquence sans aucune horloge qui s'écoule derrière. Ramenez maintenant cela soigneusement à tout ce que nous avons bâti cette nuit, car c'est ici que cela devient véritablement vertigineux. Chacun des cadres que nous avons explorés, le rebond, l'éon précédent, l'inflation éternelle, les brânes en collision, chacun d'eux suppose que le temps est une chose cohérente à appliquer à la question des origines. Ils décrivent tous une séquence. D'abord, il y a eu une contraction, puis un rebond. D'abord un univers précédent, puis le nôtre. D'abord un arrière-plan en inflation, puis une bulle. Ils s'appuient tous sur un avant et un après, comme si ces mots étaient un sol solide. Mais si le temps lui-même est émergent, s'il ne fait pas partie de la couche la plus élémentaire de la réalité, alors la question qu'y avait-il avant le Big Bang pourrait ne pas être une question avec une réponse cachée. Elle pourrait être une question qui se défait tranquillement. Non parce que la réponse est hors de portée, mais parce que la question elle-même est mal formée. Stephen Hawking a offert une comparaison pour cela qui est resté, parce qu'elle capture l'étrangeté exactement. Demander ce qui est venu avant le Big Bang, a-t-il suggéré, pourrait être comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question sonne parfaitement sensée. Elle a la grammaire d'une vraie question. Le nord est une vraie direction, et vous pouvez continuer d'aller vers le nord sur un très long chemin. Mais quand vous atteignez le pôle nord s'épuise simplement. Il n'y a plus de nord où aller, non parce que quelque chose vous bloque, mais parce que le concept même cesse de s'appliquer en ce point. Chaque direction depuis le pôle est le sud. La question « Qu'y a-t-il au nord d'ici ?» n'a pas de réponse là. Non parce que la réponse est cachée, mais parce que la question a atteint le bord de là où elle veut dire quelque chose. Si le temps a émergé avec notre univers, alors avant, comme le nord, est peut-être une direction qui s'épuise simplement à mesure que vous approchez du début. Et demander ce qui se trouve au-delà, c'est peut-être demander un lieu que la structure de la réalité ne contient pas. Je serai honnête avec vous sur l'état de tout cela, car ce n'est pas réglé, et je ne prétendrai pas que ça l'est. Le fait que l'équation de Wheeler-DeWitt n'ait pas de temps est authentique, et il nous dit quelque chose de réel sur l'univers, au niveau où la mécanique quantique et la gravité se rencontrent. Mais savoir si cela signifie que le temps est pleinement émergent, ou seulement que notre description de lui a besoin d'une réparation fondamentale, est quelque chose que le domaine n'a pas résolu. Ce que je peux vous dire, c'est que la réponse honnête à chaque question que nous avons posée cette nuit doit porter cette ombre à côté d'elle. Chaque cadre, chaque rebond, et éon et bulle et collision, est bâti en utilisant le temps comme échafaudage. Et l'équation la plus fondamentale que nous possédions laisse entendre que l'échafaudage ne soutient peut-être rien. Nous sommes venus ici demander ce qui était avant le début, et nous sommes arrivés à un endroit plus étrange, où nous devons nous demander si avant est même une direction réelle, ou seulement une histoire que nos esprits liés au temps ne peuvent s'empêcher de raconter. C'est le genre de question qui semble toute neuve, la frontière de la frontière. Et pourtant,
Chose remarquable, c'est aussi l'une des plus vieilles questions que notre espèce ait jamais posées. Bien avant que quiconque pût écrire une équation pour l'état quantique de l'univers, bien avant les télescopes, les satellites, ou aucune des machines sur lesquelles nous nous sommes appuyés cette nuit, des gens se sont assis sous le même ciel que celui sous lequel vous êtes assis, et ont posé la même question. Qu'est-il venu avant le début? Et quelque chose de curieux est arrivé. À travers des cultures qui n'avaient aucun contact les unes avec les autres, séparées par des océans, des siècles et des façons de penser entièrement différentes, les gens ont continué d'arriver à la même réponse. Non un fouillis épars de suppositions, la même forme de réponse, encore et encore. L'univers, disait-il, ne commence pas une fois, il tourne en cycle. Laissez-vous dériver un instant à travers ces vieilles visions, car elles ont une beauté tranquille, et parce que le motif qui les traverse vaut d'être vu clairement. Dans la cosmologie de l'Inde ancienne, l'univers se meut à travers d'immenses rondes de création et de dissolution. Il y a une unité de temps, appelée un kalpa, parfois décrite comme un seul jour dans la vie du Créateur, et un tel jour court jusqu'à quelque chose comme 4 milliards 300 millions d'années. Après chaque grand cycle, le cosmos se dissout, se repose et renaît. Et l'étendue pleine de ces cycles atteint des nombres si vastes qu'ils deviennent presque méditatifs à contempler, des centaines de milliers de milliards d'années. Le début de tout monde particulier n'est jamais vraiment un début. C'est toujours un tournant, une réémergence de quelque chose qui est venu avant, une inspiration après une expiration qui s'étire à travers des éternités. Dans la tradition bouddhiste, l'idée est poussée encore plus loin dans une direction précise. Il n'y a pas de première cause du tout. La question d'un début absolu est mise de côté, non comme sans réponse, mais comme le mauvais genre de question. Une question qui suppose quelque chose que la tradition nie. L'univers, dans cette vision, a toujours existé sous une forme ou une autre, tournant à travers un lever et un passé, sans aucun bord de départ à trouver nulle part. Le temps n'a aucun premier moment à désigner. Le cosmos est simplement, et a toujours été, en train de tourner. Et dans la pensée chinoise classique, la création est imaginée comme un mouvement de l'unité vers la multiplicité, d'une source unique et indifférenciée vers le monde structuré que nous connaissons, l'ordre émergent d'un tout sans forme. L'un donne naissance au deux, le deux au multiple, le multiple aux 10 000 choses, le monde se déployant depuis une origine tranquille et sans trait jusqu'à toute sa complexité. Si vous traduisez cela dans la langue que nous avons employée cette nuit, le parallèle avec un état primitif sans trait, s'étendant et se différenciant en structure, n'est pas difficile à voir. Il y a un fil de plus ici, presque trop net pour le laisser de côté, et il remonte à quelque chose que nous avons déjà rencontré cette nuit. Les anciens penseurs grecs, que l'on appelle les stoïciens, tenaient que le cosmos passe encore et encore à travers un grand feu, une conflagration universelle dans laquelle tout se dissout de nouveau en une flamme primordiale, pour renaître et parcourir son cours une fois de plus. Ils avaient un mot pour ce feu. Le mot est ekpyrosis. Et si ce mot vous semble familier, il le devrait, car c'est le nom même que les physiciens modernes ont choisi pour leur modèle de brane en collision, l'univers ekpyrotique, l'image de deux mondes se rencontrant dans une bouffée de feu qui devient un nouveau début. Les physiciens n'ont pas emprunté la cosmologie stoïcienne. Leur modèle se tient entièrement sur ses propres mathématiques, sur des dimensions supplémentaires, la gravité et le comportement des branes. Mais quand ils ont tendu la main vers un nom pour saisir un univers né du feu et destiné à brûler et à recommencer, ils ont tendu la main en arrière, à travers plus de 2000 ans, vers un mot que les stoïciens avaient déjà usé jusqu'à le rendre lisse. Maintenant, je dois être très prudent ici, et je veux que vous entendiez la prudence, car c'est exactement le genre de moment où il serait facile de dire quelque chose de faux et de le laisser paraître profond. Aucune de ces vieilles visions n'est une preuve, ni pour le rebond, ni pour l'éon précédent, ni pour aucun des cadres que nous avons parcourus. Les anciens penseurs ne faisaient pas de physique. Ils n'avaient pas d'équations, pas de données, pas d'instruments. Ils faisaient autre chose, de la philosophie, de la contemplation, une réflexion soigneuse sur l'existence. Et le fait qu'ils soient arrivés à des images cycliques ne rend pas ces images scientifiquement vraies. Le rebond tient ou tombe sur ses mathématiques, non sur sa ressemblance à un kalpa. La gravité quantique à boucle ne devient pas plus correcte parce qu'un texte ancien
à imaginer le monde se dissolvant et se reformant. Le calcul doit faire ce travail entièrement par lui-même, et il n'a ni besoin, ni bénéfice, d'aucune aide de ces vieilles histoires. Je vous induirais en erreur si j'habillais la coïncidence en confirmation. Mais la convergence vaut tout de même d'être nommée, comme un fait sur nous, plutôt qu'un fait sur le cosmos. Voici la chose véritablement intéressante. Des cultures sans texte partagé, sans langue commune, sans aucun moyen de se transmettre des idées cosmologiques à travers les distances en jeu, ont continué de tendre vers la même intuition structurelle. Que ce qui ressemble à un début est en réalité une transition. Que le cosmos n'a aucun premier moment véritable. Et puis, des milliers d'années plus tard, des physiciens avec leurs équations et leurs données satellites ont passé des décennies à bâtir des cadres assez soigneux pour prendre la même question au sérieux. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que certaines traditions anciennes avaient déjà esquissé la même carte grossière, dans une langue complètement différente, sans aucun des mêmes outils. Il y a deux façons honnêtes de lire cela, et je vous les donnerai toutes deux, plutôt que de prétendre que l'une est manifestement juste. La première lecture est que les esprits humains, lorsqu'ils demeurent assez longtemps, avec la question des origines, tendent simplement à trouver des réponses cycliques, parce que les cycles semblent complets, refermés sur eux-mêmes, et satisfaisants. Et que cela nous dit quelque chose sur la façon dont nos esprits fonctionnent, non sur la façon dont l'univers fonctionne. Nous sommes des créatures en quête de motifs, que les débuts mettent mal à l'aise, et un cercle nous apaise. La seconde lecture est que la question elle-même a une structure qui pousse le raisonnement soigneux vers certaines conclusions. Que lorsque vous suivez honnêtement la logique des origines, que ce soit avec la contemplation ou avec le calcul, elle résiste à l'idée d'un véritable début, et que les anciens penseurs, comme les physiciens modernes, répondaient à cette même pression, venue du problème lui-même. Aucune des deux lectures ne peut être prouvée. C'est en partie pourquoi la convergence est intéressante plutôt que décisive. Elle ne règle rien. Elle soulève seulement une question tranquille et honnête, celle de savoir si le motif nous dit quelque chose sur l'univers, ou quelque chose sur nous-mêmes. Alors laissez les vieilles réponses se tenir aux côtés des nouvelles, non comme preuve, mais comme compagnie. Aussi longtemps qu'il y a eu des esprits pour s'émerveiller, l'émerveillement a eu tendance à revenir vers la même forme. Le soupçon que le début n'a jamais vraiment été le début. La différence, aujourd'hui, la chose qui nous sépare de chaque génération qui a demandé avant nous, n'est pas que nous avons une meilleure intuition. C'est que, pour la première fois, nous bâtissons des machines qui pourraient réellement nous permettre de vérifier. La contemplation a enfin de la compagnie, sous la forme d'instruments. Et c'est là que notre marche se termine cette nuit. Non par une réponse, mais par quelque chose de presque aussi remarquable. Les premiers vrais outils pour lire ce que le début a laissé derrière lui. Voici ce que nous pouvons réellement dire, cette nuit, après avoir marché tout ce chemin, et cela vaut d'être énoncé lentement. Le Big Bang est une frontière, non un début. La plus vieille lumière que nous puissions détecter directement vient de 380 000 ans après l'événement, et au-delà de ce mur, nos télescopes deviennent muets. Mais la physique ne devient pas muette. Les équations continuent de tourner vers l'arrière, à travers le mur, et chaque cadre sérieux que nous ayons pour les prolonger, le rebond, l'éon précédent, l'inflation éternelle, les brânes en collision, arrive au même résultat de base. Quelque chose était ici avant, non pas rien, non pas une absence. Quelque chose doté de structure, de physique, d'un état antérieur qui est devenu le feu que nous appelons notre origine. Pensez à ce que cela fait à l'image par laquelle vous avez commencé la nuit. Le point de lumière éclatant dans le noir. Le début absolu avec rien derrière. Nous pouvons maintenant voir cette image pour ce qu'elle est. Ce ne fut jamais une photographie. Ce fut une histoire racontée au bord d'une équation brisée. Et une équation brisée, comme nous l'avons dit tôt, n'est pas une réponse. C'est le bord de la carte. Longtemps, nous avons traité ce bord comme la frontière de la réalité elle-même. L'endroit où l'être s'arrêtait simplement. Mais le bord d'une carte ne s'est jamais, pas une seule fois dans toute l'histoire de notre espèce, révélé être le bord du monde. Il n'a jamais été que le bord de notre dessin. Et cette nuit, le bord de la carte est exactement là où les nouveaux instruments sont pointés. Considérez ce qui survit d'avant, même quand la lumière ne survit pas. Après qu'un bâtiment a brûlé jusqu'au sol, vous ne pouvez plus voir le bâtiment. Mais la cendre est là. La chimie de ce qui est arrivé est inscrite dans le résidu, dans le motif du charbon,
dans les traces laissées dans le sol. Le feu n'efface pas le passé. Il le transforme en un compte-rendu qu'un enquêteur soigneux peut encore lire. L'univers fonctionne de la même façon. Tout ce qui a existé avant notre début, tout ce qui a rebondi, ou vieilli, ou subi l'inflation, ou est entré en collision, n'a pas disparu sans trace. Il a laissé un résidu, encodé dans la courbure de l'espace, dans les faibles motifs de la plus vieille lumière, et par-dessus tout, dans l'arrière-plan d'ondes gravitationnelles qui a franchi le mur que la lumière ne pouvait pas franchir. Nous ne pouvons pas voir le bâtiment qui se tenait avant. Mais la cendre est réelle, et elle est tout autour de nous. Et la seule question qui demeure est de savoir si nous pouvons apprendre à la lire. Et voici la partie que je trouve véritablement émouvante. La partie qui fait de ceci notre moment, plutôt qu'une vieille question redite. Pour la première fois dans l'histoire d'aucun peuple qui ait jamais vécu sur ce monde, nous bâtissons les instruments pour lire cette cendre. Souvenez-vous que le mur n'est un mur que pour la lumière, et que les ondes gravitationnelles passent droit au travers. Nous construisons maintenant des machines pour les capter. Il y a une mission appelée LISA, un observatoire d'ondes gravitationnelles, qui ne siégera pas au sol, mais volera dans l'espace. 3 vaisseaux disposés en un énorme triangle, chacun de ses côtés longs d'environ 2,5 millions de kilomètres, suivant la Terre autour du Soleil. Elle a été formellement approuvée par l'Agence spatiale européenne au début de 2024. Son constructeur a été choisi en 2025 et son lancement est prévu dans les années 2030. Là-haut, libre du tremblement de la Terre, elle pourra sentir des rides dans l'espace qu'aucun détecteur au sol ne peut atteindre, y compris, potentiellement, le faible arrière-plan laissé par le premier instant de l'univers. Il y a davantage en construction. Au sol, un énorme détecteur de nouvelle génération, appelé le télescope Einstein, est en cours de planification en Europe, les sites candidats étant à l'étude en ce moment, et une décision attendue dans 1 an ou 2, avec l'objectif de commencer son travail dans la décennie suivante. Il sera assez sensible pour entendre des signaux que nos détecteurs actuels ne peuvent pas entendre. Et il n'y a pas que les ondes gravitationnelles. La plus vieille lumière a encore des secrets que nous n'avons pas pleinement lus. Un ensemble d'instruments étudie maintenant cette lumière avec une précision que les satellites antérieurs ne pouvaient atteindre. L'un d'eux, une batterie de télescope haut dans les montagnes sèches du nord du Chili, appelé l'Observatoire Simons, est déjà à l'œuvre, scrutant la plus vieille lumière pour la faible empreinte que l'inflation, ou ses alternatives, y aurait laissée, et il est en cours d'agrandissement à l'heure où je vous parle. D'autres, prévus pour les années à venir, pousseront cette précision plus loin encore. Chacun d'eux est, à sa façon, une machine pour lire la cendre, pour tester lequel de nos 4 avants a laissé le résidu que nous trouvons réellement. Et souvenez-vous de l'énigme de la matière noire, la substance invisible qui compose la plus grande part de la matière de l'univers, dont nous savons qu'elle est là par sa gravité, mais que nous n'avons jamais identifiée. Un candidat, pour au moins une partie d'elle, est une population de trous noirs formés non par l'effondrement d'étoiles, mais par la densité d'une ère antérieure, peut-être même des reliques survivantes d'avant notre début. Si de tels trous noirs primordiaux étaient trouvés dans les bonnes quantités, sans aucune façon ordinaire de les fabriquer, cela aussi serait un signal à tenir contre les images cycliques. Les recherches qui contraignent les endroits où ils peuvent se cacher se resserrent d'année en année. Pièce par pièce, les outils arrivent. Laissez-moi être clair et honnête, car c'est ainsi que nous avons marché tout le chemin, et je ne changerai pas à l'arrivée. Aucune observation unique n'a encore confirmé aucune de ces images de ce qui est venu avant. L'arrière-plan d'ondes gravitationnelles n'a pas encore été mesuré à la précision que ces modèles exigent. Les motifs dans la plus vieille lumière demeurent contestés. Les trous noirs primordiaux demeurent, pour l'instant, une possibilité plutôt qu'une découverte. Nous ne savons pas quel cadre est juste, ni même si le bon se trouve parmi les 4. Et sous tout cela siège cette possibilité la plus déstabilisante, celle qu'avant ne soit pas tout à fait la direction réelle que nous imaginons. Je ne vais pas vous dire que le mystère est résolu, car il ne l'est pas. Mais je vais vous dire ceci. Nous sommes passés, en une seule génération, d'une question dont on nous disait qu'elle était dénuée de sens, à une question avec des prédictions attachées et des machines en cours de construction pour les tester. Ce n'est pas rien. C'est le son d'une chambre scellée dont il s'avère qu'elle a une porte. Alors laissez la vieille certitude s'en aller doucement, de la façon dont vous poseriez quelque chose que vous avez porté sur un long chemin. Le début n'était pas le début. C'était une frontière,
une surface, une transition, et de l'autre côté, les mathématiques insistent, quelque chose était ici. Non comme métaphore, comme résultat, sur lequel s'accordent 4 cadres différents qui ne s'accordent sur presque rien d'autre. Nous ne sommes pas la première couche dans le compte-rendu. Le compte-rendu court plus loin en arrière que le début, plus ancien que la plus vieille lumière, et pour la première fois nous apprenons à lire ce qui y est écrit. Nous ne finirons peut-être pas la lecture de notre vivant, mais nous sommes ceux qui ont ramassé la page. Et il n'y a rien de plus que vous ayez à faire de cette page cette nuit. Aucun mur à franchir, aucune équation à résoudre, aucune horloge à surveiller. Laissez la grande question rester ouverte, doucement, comme une porte entr'ouverte sur une pièce sombre et paisible. Elle n'a pas besoin d'être refermée avant le matin. Vous avez marché tout ce long chemin, du point de lumière jusqu'au mur, du mur jusqu'aux 4 théories, des 4 théories jusqu'à la cendre, et vous pouvez vous reposer ici, exactement où vous êtes. Laissez les épaules descendre. Laissez la mâchoire se desserrer. Laissez le poids de votre corps être tenu entièrement par ce qui vous soutient, de sorte que vous n'ayez plus rien à porter du tout. Votre respiration ralentit d'elle-même, un peu plus longue à chaque souffle, un peu plus lente, comme une marée qui se retire d'un rivage tranquille. Et si votre esprit dérive encore vers les grandes images, l'univers qui rebondit, Léon qui s'éteint et se rallume, les 2 mondes qui tombent l'un vers l'autre à travers le noir, laissez-le dériver, puis laissez-le repartir. Ce ne sont pas des soucis, ce sont des berceuses. Elles tournent depuis avant que vous ne soyez nés, et elles tourneront longtemps après que cette nuit se sera dissoute dans le sommeil. Rien de tout cela n'a besoin de vous éveiller. L'univers avant le nôtre, s'il fut, n'attend aucune réponse de votre part. Il murmure seulement, faiblement, dans les rides qui traversent cette pièce, en ce moment même, sans un bruit, à travers vous, vers le matin. Alors fermez les yeux, laissez la pièce rester sombre, laissez la question rester ouverte et douce à côté de vous, comme une chaleur. Il n'y a plus qu'à vous reposer maintenant. Le silence est à vous, et il tiendra, sans se rompre, jusqu'à ce que la lumière revienne d'elle-même.